Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence avec Léo Lassudrie. Léo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune homme qui a 23 ans, qui est paraplégique, qui a une histoire fantastique et qui va nous expliquer aussi quelque chose d'assez fou qui lui est arrivé, c'est qu'il a pu remarcher. Donc on va revenir sur son parcours, on va voir un petit peu comment ça se passe dans sa tête quand il t'arrive un accident aussi jeune, et puis qu'est-ce qu'il en a fait, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, il a un parcours très inspirant, c'est un garçon qui est très joyeux, très positif, et j'avais à cœur de le faire venir aujourd'hui. Donc c'est parti pour un nouvel épisode de Confidence. Let's go. Salut Léo. Ben salut, merci de me recevoir. Et alors, qu'est-ce que ça te fait d'être au Mondrian? Bah écoute, très chouette, très chouette. Ouais, on a attendu un petit peu pour avoir la chance, mais Mais ça valait le coup d'attendre finalement. Le Ouais. cadre est vraiment cool. le cadre est cool. Bon, tu vois, moi je reprends aussi un peu mes marques parce que j'avais fait 9 interviews avant toi. Et là, je reprends, donc il faut se remettre dans le bain. C'est pas évident, c'est pas évident. En plus, on a eu pas mal de petits couacs qu'on a réussi à régler. En tout cas, je suis très content de te recevoir, Léo. Ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît. Ça passe, hein? Ça passe. Ça fait 4 ans que tu as eu ton accident. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu connais un petit peu le principe de confidence. Je t'ai demandé de faire un petit peu tes devoirs pour briser un petit peu la glace, pour apprendre un petit peu à te connaître. Je voulais que tu nous donnes une anecdote Ouais. de quelque chose que tu avais envie de nous partager aujourd'hui. Donc, on se retrouve tout de suite pour l'instant confidence avec Léo. Donc, Léo, est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? J'ai une petite anecdote et dans le message que tu m'as fait, tu m'avais dit ouais, si elle peut être rigolote ou des fois qui peut sortir un petit peu du cadre de la rééducation, quoi que ce soit. Ben écoute, quand j'y réfléchis, je me suis posé, il y en a une qui m'est venue en tête et qui est un peu en lien avec mon histoire finalement, parce que l'année dernière, comme tu le sais, on s'était rencontrés aussi à ce moment-là. J'ai fait un tour de France en camping-car avec mon meilleur pote Théo. Et il y a une anecdote qui m'est revenue comme ça, puisqu'en vrai, c'était une péripétie. On en a vécu aujourd'hui, t'en vivras d'autres aussi avec tes tournages, etc. Mais celle-là, elle était vraiment drôle, puisque on était en plein Tour de France. Et on venait de passer la ville la plus froide de France, à Mout. Je sais pas si ça te parle. Mood, je connais pas du tout. Voilà, moi ça me parlait pas du tout, mais maintenant je peux m'en souvenir. Et on venait de passer cette ville, c'est pas très loin de la Suisse. Et d'ailleurs, une soirée très sympa qui s'est plutôt mal terminée, on va dire, parce que avec le camping-car, on est tombé en panne. Voilà, on n'était pas encore à la moitié de notre périple. Ah, Et, c'est pas là où t'as dû faire rechanger une exactement. pièce. Je me souviens, j'avais vu une story où t'avais été en galère. Ouais. Et l'histoire est assez folle parce qu'en fait, on mange le soir avec Jeanne, qui est aussi sur les réseaux, Jeanne Salvi, qui avait la maladie de Lyme. Et donc la soirée se passe et en rentrant, en fait, comme dans les films, tu vois, il fait noir, il est peut-être aux alentours de minuit, ville la plus froide de France, on fait un quart d'heure de route, et il y a Théo à côté de moi, et donc on prend la route, hein, bien sûr, et comme dans les films, je vois les feux petit à petit qui baissent d'intensité, donc au début, bon, voilà, nous on a la musique, je capte pas trop, et sauf qu'à un moment donné, hop, les feux s'éteignent, et là le camping-car, là je me dis, bon, ben là, donc on était vraiment perdus, pas de réseau, ville la plus froide de France et dans le noir. On s'est garé. Et il était quelle heure à ce moment-là? Il était minuit et demi, je Ah crois. ouais, donc très galère. Donc avec le peu d'élan qu'on avait, parce qu'on avait eu de la chance, ça a été en descente, tu vois, on a pu se garer sur le petit bout de route qui était une route de campagne. On s'est garé un peu sur le côté tant bien que mal et on a dû dormir là. Et là, je peux te dire que la Ah, nuit, vous avez dormi là? on est obligé. C'est en attendant de pouvoir appeler l'assurance le lendemain. Et Et vous pouviez pas appeler, je sais pas, une assistance ou... à ce moment-là, ouais, sans réseau, c'était un peu compliqué. Ouais, ouais, donc même quand on essayait de les appeler, hein, plusieurs fois, donc c'était un peu galère. Et la nuit, pour te dire, moi je dors à l'arrière du camping-car. Et t'as pas de chauffage. Et il y a du chauffage, il y a du chauffage, mais par contre à l'arrière et quand il y a des voitures qui passent sur une petite route, je peux te dire que tu serres les dents parce qu'à un moment donné, si elles se loupent, tu dis bon, Allez, pour moi. retour à la case départ, quoi. Mais bon, au final, on en a rigolé après par la suite, mais ça aurait pu finir notre périple à ce moment-là, parce qu'avec les galères de finances, de camping-car, ça aurait pu se terminer. C'était ma petite anecdote. Non, bah écoute, sympa, tu vois, on va en reparler un petit peu de ce que t'as créé une asso, on va reparler un petit peu de tout ça, ce que t'as fait avec Théo, parce qu'on avait eu aussi l'occasion de se voir dans ce cadre-là. Mais moi, si je t'ai fait venir, c'est parce que ton histoire, je pense que t'as beaucoup de choses à raconter, t'as un beau message à faire passer, t'es quelqu'un qui est positif, t'es quelqu'un qui est très créatif, qui est très productif, et vraiment, t'es sur les réseaux aussi, et pour ce que tu fais sur Instagram, tout est
hyper pointilleux. Enfin, je te trouve très perfectionniste, etc. Bon, ça fait plaisir. Je me retrouve un petit peu en toi. Et puis, bah, c'est cool parce que tu partages des good vibes. T'as vécu quelque chose qui t'a aussi conditionné dans le fait, bah, voilà, t'as peut-être grandi aussi peut-être plus vite que certaines personnes. Et puis, qu'est-ce que tu en as fait derrière? Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que, on va revenir évidemment sur ton accident. À 19 ans, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qui est le jeune homme qui est Léo à 19 ans? Mais en fait, alors c'est même un poil plus tôt que ça, j'ai 18 ans encore à ce moment-là parce que j'ai 19 ans, 1 mois après mon accident. Mais je viens de finir ma première année en école de commerce, enfin petite école de commerce hein, sur Brive, voilà un truc assez familial. Et donc je finis cette première année et à ce moment-là, ben, je fais de la moto depuis tout petit, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, que ce soit en compétition, etc. Je partage la même passion que mon père, donc on a toujours été habitués à vivre sur les circuits quoi, les week-ends. Et donc à 18 ans, c'est un entraînement, on est le 20 juin, on est à Régade. Ça a son importance parce que c'est un circuit qui est pas très très loin de chez moi, tu vois, et des fois, ben, les drames se passent aussi pas très très loin, et c'est pas écrit, quoi. Enfin, ça peut l'être finalement écrit. Et Mais, toi, avant de enfin, excuse-moi de te couper, mais tu fais de la motocross? ouais. Et ton papa, il fait de la motocross aussi ou il fait? Alors, il a commencé par la motocross, après il s'est dirigé aussi sur la moto de route, enfin de piste. Mais c'est vrai que bon, pour la personne qui s'y connaît pas, d'extérieur, ça peut être un peu compliqué. Mais moi, ouais, c'était motocross, donc sur circuit fermé avec des obstacles, hein, sur de la terre, quoi, parce qu'il y a de plus propre, quoi. Mais ce jour-là, donc je fais une erreur en fait à l'amorce de l'appel d'un saut. Ben, je loupe une vitesse en fait, donc je suis au point mort. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'amorce du saut, en fait, il faut toujours avoir une accélération constante pour pouvoir avoir une moto qui est stable en l'air, quoi. Donc le fait que j'ai eu ce point mort dans l'amorce du saut, ça a fait que je suis parti sur l'avant et en fait j'ai atterri donc sur la tête et je me suis fracturé donc la cervicale C7 et en se fracturant donc elle est venue comprimer la moelle épinière et de suite j'ai pas perdu connaissance ni rien, et ben, j'étais donc paralysé à partir des pecs, quoi. Et avant de revenir sur, toutes les conséquences de tout ça, à ce moment-là, quand tu as 18 ans du coup, donc tu viens de finir ta première école de commerce, tu as une idée de ce que tu veux faire un petit peu dans la vie? Tu en es où dans ta tête à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, il y a pas grand monde qui le sait, bon, à moins enfin, par ceux qui me connaissent depuis longtemps, mais à ce moment-là, j'ai 18 ans et donc je viens de créer enfin, j'ai créé il y a quelques mois plus tôt ma marque de montres, en fait. Donc dès le début, j'avais cette âme-là, entrepreneuriale, mais en fait qui s'est, beh, transformée par la suite et maintenant aujourd'hui par plus de la création de contenu. C'est vraiment ma passion. Mais à ce moment-là, donc j'avais créé ma marque de montres et je m'étais dit: «En fait, j'attaque ma première année d'école de commerce, je veux mettre à profit ce que je vais apprendre pour, ben, un business que moi j'aurais à côté, quoi». Et donc ça, c'était, mon projet à ce moment-là. Donc il y a eu mon accident, donc j'ai mis tout en stand-by, à ce moment-là et donc après j'ai pas repris parce qu'avec le temps de la rééducation, tu sais, voilà que c'est hyper prenant, autant mentalement que physiquement et après en fait, j'allais enchaîner sur une deuxième année, puis une troisième année pour obtenir mon bachelor. Au final, beh, j'ai pris une année sabbatique pour ma rééducation et j'ai eu mon diplôme avec 1 an de retard, mais voilà, aujourd'hui, Et du coup, ta marque de montre, tu l'avais créée? voilà, exactement, ouais. Donc j'avais tout préparé avant d'avoir 18 ans et dès que j'ai eu 18 ans, en fait, j'ai fait tout en sorte pour, «pas perdre de temps» entre guillemets et en fait, ça fait partie et je pense que tout ce que j'ai pu vivre par le passé, ça m'a aidé pour la suite. Parce que mon côté un peu, déterminé, compétiteur, beh, ça m'a aidé pour ma rééduc. Donc tout l'aspect moto, en fait, ça m'a aidé à ce moment-là et tout l'aspect, ne pas perdre de temps, donc avec tout ce côté un peu plus business que j'ai plus trop aujourd'hui, j'ai plus cette fibre commerciale, ça m'anime beaucoup moins. Mais j'avais pas envie de perdre de temps. Et je me dis, bah, en fait, à 18 ans, je peux commencer. Enfin, donc je vais commencer, quoi. Et en fait, ça m'a suivi en rééducation parce que je voulais toujours aller plus vite, quoi. Et pourquoi avoir choisi, du coup les montres? C'est que tu avais une passion pour ça? Ouais, 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 ça, Tu voulais tester sur ce truc-là? ouais, j'avais envie de me tester sur quelque chose. Après, j'avais étudié un petit peu, qu'est-ce qui se faisait, quoi. Alors, bien sûr, le plus courant, ce qu'on peut voir, ça peut être des marques de vêtements. Mais, c'est vrai que moi, je voulais quelque chose que les personnes puissent acheter et porter tous les jours. Si tu achètes un t-shirt de ma marque, tu vas pas le porter tous les jours, tu vois? Et du coup, je m'étais dit: «Beh, qu'est-ce qui peut être sur quelqu'un,
au quotidien et qui pourrait véhiculer la marque, les valeurs que j'aimerais y transmettre, etc., ben, c'était la montre. Et ça me plaisait aussi, hein, je trouvais ça, enfin, je trouvais l'objet en lui-même beau, la technologie qu'il peut y avoir à l'intérieur également. Donc, Et avant de sortir ta marque, t'avais mis combien de temps de... je pense que, en fait, ça s'est fait assez rapidement parce que quand j'ai envie de quelque chose et de me lancer dans un truc, en fait, je le fais à 100% et du coup, je peux y passer des heures et comme tu sais, quand on est passionné, on compte pas, quoi. Donc là, vraiment, avec la détermination de me dire, OK, il faut que je lance quelque chose, je pense que, allez, en 6 mois, on va dire, j'avais les grandes lignes. Après, j'ai appris aussi sur le tas, j'ai fait des erreurs aussi sur le tas, mais je suis loin d'avoir tout appris aussi, hein, parce que bon, finalement, ça aura duré qu'à peine un an. Mais ça m'a bien appris, c'était une bonne expérience et franchement, c'était top, quoi. Donc là, t'as ta marque qui sort à tes 18 ans, enfin pendant l'année de tes 18 ans. Un mois avant tes 19 ans, tu as ce fameux accident. Donc là, tu nous disais, tu te fractures la cervicale C7, donc la septième, et t'as une lésion sur la moelle épinière au niveau T1, tu m'as dit? Voilà, c'est ça. En fait, ils m'ont fait le test, ASIA, hein, de sensibilité et en fait, ils se sont rendus compte que, enfin, normalement, quand on se casse une, cervicale, on est automatiquement tétraplégique. Enfin, c'est marqué comme ça sur les cours des kinés, quoi. C'est, tétraplégie égale, cervicale. Mais en fait, moi, vu que j'ai été touché, comme tu l'as dit, sur la dernière cervicale, et ben en fait, il y a un nerf en dessous, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois pas. Je crois qu'il y a un nerf qui s'appelle le nerf C8. Il n'y a pas de cervicale C8, mais il y a quand même un nerf. Le C8, en fait, il est entre Voilà. justement la cervicale et la vertèbre. Et en fait, en cassant la C7, ben, j'ai eu cette chance-là aussi. Et le facteur chance, on va y revenir parce que c'était quand même un élément clé dans ma récupération. Et en fait, ça a fait que la fracture de cette C7 eh ben, a impacté le nerf C8. Et donc, en fait, j'ai pu conserver la mobilité dans les mains. Aujourd'hui, j'ai encore des douleurs au niveau des coudes. Donc, je pense que voilà, l'inflammation, elle part quand même d'assez haut, mais elle s'arrête à ce niveau-là, quoi. Donc, voilà, je m'en sors bien. Et donc du coup, à ce moment-là, donc tu te plantes en moto. C'est quoi la suite de tout ça? Comment ça se passe? Ben, la suite de Tout tout seul ça. à ce moment-là, sur le terrain? Non, 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 Parce je que fais du tout coup, c'est le seul. terrain d'entraînement aussi. C'est un terrain d'entraînement, il y a plusieurs pilotes qui viennent s'entraîner, hein. C'est des journées qui sont dédiées à ça. Là, à ce moment-là, c'est du loisir, hein. Il y en a qui font de la compète, il y en a qui en font pas, mais tout le monde roule à ce moment-là sur ce terrain. Et voilà. Et en fait, donc j'y suis allé avec mon père, comme il y a ma petite sœur aussi, parce que c'est une passion qu'on partage. Je parle encore au présent, parce qu'aujourd'hui, ça fait encore partie de notre vie, mais on y reviendra. Mais du coup, avec ma famille, et à ce moment-là, ben, tout s'enchaîne très vite, puisque bah, je suis donc héliporté et en fait je suis opéré le soir même. Je crois que j'ai mon accident voilà, en milieu d'après, mais et le soir même je suis déjà en train de me faire opérer Et t'étais à l'hôpital où, du coup? au CHU de Limoges. Et donc le lieu de l'accident, ouais, il y a, allez, je pense 1 heure et demie en voiture, donc en hélico bien sûr beaucoup plus vite. Mais ce qui est bien, c'est qu'on m'a pris en charge hyper tôt, donc ça m'a maximisé grandement mes chances de récupération. L'opération s'est super bien passée, quoi. Ils m'ont posé une arthrodèse, enfin ils m'ont retiré la cervicale qui était cassée. Ils m'ont mis une petite cale en céramique pour la remplacer et ils m'ont fixé tout ça avec une plaque voilà, qui est devant en fait. Ça surprend beaucoup de monde Ouais, t'as comme que moi. ce soit Parce devant. que tout à l'heure, on se faisait la réflexion, j'ai la même cicatrice que Ouais, toi. exact. Mais c'est vrai que voilà, les personnes s'attendent à avoir des cicatrices derrière, bah non. Ouais, souvent, ils passent par devant pour accéder. Apparemment, c'est plus facile. Ouais. Mais moi, par contre, c'est une plaque qui a été mise vraiment sur le devant parce que c'est le mur antérieur, pardon, qui a été fracturé et pas les cervicales derrière. Voilà, c'est un impact qui a été fait comme ça, en fait. C'est vraiment la pression de ce mouvement-là qui a fait que ça a explosé, quoi. Et donc là, t'es à l'hôpital. Ça se passe comment? Tu te réveilles, t'es dans le coma, tu restes plusieurs jours dans les vapes. Ça se passe. Alors, donc on m'opère le soir même. Le lendemain, je pense que je me réveille aux alentours de 10h30, voilà. Bon, je comprends tout de suite ce qui s'est passé parce qu'en fait, je le comprenais Ah, déjà tu t'es avant. réveillé le lendemain? Ouais. En fait, je comprenais déjà avant parce que j'étais resté conscient. Et le fait d'avoir fait un bac S, en fait, j'avais appris tout ça, tout ce qui était moi, l'épinière, lésion. Donc en fait, je savais pertinemment ce qui m'arrivait. Et puis, malheureusement, en moto, c'est vrai que c'est une blessure qui est trop fréquente, quoi. Et on peut pas trop y échapper. Enfin, on est Tu étais amené. préparé ou pas à l'éventualité que ça puisse arriver? Non, 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 non. Non, enfin, on le sait, bien sûr, parce que moi, l'année d'avant, il y a un ami à moi qui a eu un accident du même type, qui est aujourd'hui tétraplégique. Bon, a une lésion qui est supérieure à la mienne, mais enfin,
dans le milieu de la moto, en fait, je pense que tout le monde connaît, voilà, quelqu'un qui est gravement blessé et en fait, je pense qu'on est tellement dans le truc que c'est un peu bête de dire ça, mais la passion, tu vois, elle continue. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, je vais plus, il m'est arrivé de retourner sur les terrains de motocross, mais peut-être que j'étais dans cette phase-là où je sais pas, en fait, je me raccrochais un peu à ma vie d'avant, mais maintenant, en fait, c'est plus, je sais pas, j'ai vraiment un recul avec ça et pour moi, limite, je vois le motocross, parce que la moto de piste, c'est vraiment une passion, mais le motocross avec les obstacles et tout, je sais pas, Ça t'attire moins maintenant. ouais, ça m'attire moins et puis en fait, je me dis, il y en a qui prennent beaucoup trop de risques pour au final tu gagnes quoi? Certes, en fait, tu passes du bon temps, on peut pas leur en vouloir parce que c'était ma passion, moi aussi je faisais ça. Mais c'est vrai que tu te dis c'est la balance risque et ce que tu as à gagner en fait, tu joues avec le feu quoi. Mais bon, je comprends qu'on puisse C'est intéressant. Du coup, quand tu te réveilles le lendemain, donc tu dis, t'as conscience de tout ça. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? mais dans quel état d'esprit Tu comprends ce qui se passe ouais, je et à comprends la ce qui se fois, passe. Je comprends ce qui se passe et à la fois, on me dit pas vraiment les choses parce que, comme tu l'as dit, à ce moment-là, j'ai 18 ans, je pense qu'on essaie de préserver aussi, peut-être, la personne, enfin, on est un enfant encore à ce moment-là, tu vois? Donc moi, on me dit pas forcément les choses en face, mais bon, ils passent par mes parents, donc tu as dû le vivre aussi. Les parents, c'est les premiers qui entendent des choses, horribles, quoi et faut Et sans puis vraiment de souvent, facettes, quoi. au début, ils dressent un peu le tableau le plus noir pour voilà, pas laisser supposer quoi que ce soit en Exactement. disant voilà, soyez préparés aux éventualités. Ouais, c'est ça, souvent ils annoncent le pire aux parents parce que voilà, ils laissent présager que enfin voilà, il peut avoir toutes les éventualités possibles et que bah ils préfèrent dès le départ dire que ça pourrait être pire et que s'il y a des améliorations, Oui, voilà. tant mieux. Et moi, ils ont fait exactement la même avec les miens. C'est classique, ouais, je pense, mais Et du coup, donc tes parents, ils t'expliquent toi ce qui t'arrive, vu que t'arrives pas forcément à avoir d'informations ou... non, je pense pas enfin, pas vraiment, parce que bon, les mots, ils sont assez durs, tu vois? Mais au contraire, moi, en fait, c'est peut-être mieux que je sache pas les choses, vraiment frontalement, parce que du coup, en fait, j'ai pu alors, peut-être qu'il y en a qui diront que j'étais dans une phase de déni, mais au moins, j'ai pu essayer de me construire quelque chose, de plus ou moins solide en moi, en me disant: ben je vais croire en seulement mon ressenti, quoi» et en fait, à ce moment-là, le ressenti que j'ai, c'est que, j'ai des sortes de fourmillements un peu dans les jambes, tu vois? Donc j'en parle à une infirmière et une infirmière, elle me dit: «Ouais, mais tu sais, il faut pas trop s'accrocher à ça parce que ça se trouve, c'est juste le fait que tu as eu un choc et en fait, l'énergie un peu, tu sais, elle se diffuse et tu Ouais, sens les ou ça peut fourmillements». être des spasmes. Voilà et en fait, je savais pas ce que c'était l'espace parce qu'il y a un jour où j'ai dit: «Putain, ma jambe, elle a bougé et «Ouais, mais c'est des spasmes». Bon, beh, écoute, voilà et mais à ce moment-là, ouais, je ressens des fourmillements. Parce qu'au tout début, dès le départ, tu as la sensation de ton corps ou pas? Non, 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 du tout. Ah, t'as pas la sensation. Non, j'ai aucune sensation et aucun Et à partir je de peux quel pas niveau? bouger, quoi. À partir vraiment, des pecs. En fait, j'ai l'impression d'être dans un tube, mais resserré à partir vraiment du haut des pecs, quoi. Donc ça, au moment de ton accident, Ouais. jusqu'au lendemain matin. Ah, mais jusqu'au lendemain matin et jusqu'à, plusieurs Et semaines quand après. tu parles de fourmillement, c'était sous combien de temps à peu près? C'était dès le lendemain. En fait, si tu veux, quand je touchais mes jambes et cetera, je sentais comme s'il y avait tu sais, une vibration, quelque chose qui touchait ma jambe. Je savais pas le localiser exactement, mais je savais qu'il y avait un contact avec ma jambe. Et en fait, je me disais: «Beh, si je ressens ces choses-là, beh, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une information qui passe, aussi petite soit-elle, beh, je vais me raccrocher à celle-là et je vais essayer peut-être, on sait pas, de travailler ça et d'en faire quelque chose». Et t'as été positif dès le départ, du coup? Ouais, je pense avoir, été alors bien sûr, il y a toujours des phases un peu, des coups de mou quoi, mais je me reprenais assez vite et je pense que la clé dans ces moments-là, c'est l'entourage puisque j'ai une famille qui est très soudée, hein. Je pense que tous ceux qui peuvent voir mes réseaux et cetera, ils vont vite s'en rendre compte, hein. Ouais, c'est Je suis ça. hyper, famille et cetera. Je pense que ça aide énormément. Et bon, les amis aussi et pour la petite histoire d'ailleurs, quand j'étais en centre de rééducation, les tout le personnel, je pensait que j'étais de Bordeaux, alors que j'avais 3 heures de route. Mais en fait, ils pensaient que j'étais d'ici parce que, beh, tous les jours j'avais des visites. Donc en fait, ça m'a permis de me voilà, de me sentir bien, d'être dans une bulle de positivité et en fait, quand tu es dans cette sphère-là et beh, je pense que, beh, au moins tu as un point en moins et tu peux essayer d'avancer, voilà. Et t'es resté combien de temps à l'hôpital? Alors je suis resté 10 jours, à Limoges en réa.
en réanimation. Bon, j'étais conscient, et cetera, il y a pas de souci, mais c'était vraiment, voilà, les premiers soins, le temps que tout se remette un petit peu, voilà, en place avant de pouvoir, me transférer sur un centre de rééducation. Alors, j'ai eu de la chance et en fait, mon parcours, il était, parsemé un peu de 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 chance, à des moments où vraiment ça a été, je pense, nécessaire parce que, par exemple, après ces 10 jours-là, moi, il faut savoir, c'est qu'avant les 10 jours, au bout de, voilà, que 5 jours, je commençais déjà à demander des kinés dans le service pour essayer de faire un peu d'exercice, parce que je savais que le temps était un peu compté, quoi. On nous dit, souvent, on a 6 mois pour récupérer et après, bon, la récupération elle est un peu plus faible sur le reste de la vie, quoi. Et et je voulais absolument me dépêcher, donc je demandais les kinés des exercices que je pouvais faire comme ça. Bon, ils essayaient de me freiner en me disant: «La récupération, ça passe aussi par, se reposer». Et donc, on me trouve un centre de rééducation, donc, à Tulle, pas très loin de chez moi. Mais, moi, à ce moment-là, être loin de chez moi ou pas, c'est pas un souci parce que je voulais juste le meilleur pour moi et essayer de progresser un maximum et de mettre toutes les chances de mon côté. Donc, je trouve cette place à Tulle, mais c'est pas le centre, qui me fait rêver, quoi. Enfin, je sais que c'est pas forcément spécialisé dans la moelle épinière. J'arrive là-bas, je vois qu'il y a beaucoup d'anciens, des personnes qui viennent de se faire, Parce que changer du une coup, prothèse. tu y as été? J'y étais, ouais. J'y étais et en fait, je devais y rester un mois. Donc, j'arrive là-bas, déjà le premier jour, je vois que, j'ai l'impression d'être un peu dans une, c'est pas méchant, mais dans une maison de retraite, quoi. Il y a des personnes qui ont des prothèses de hanche, voilà, qui viennent faire un peu de réduc et en fait, tu te retrouves en séance de kiné à côté d'elles et toi, tu as juste 18 ans, tu viens de vivre un drame dans ta vie et tu as des personnes à côté Ouais, et puis voilà, t'as pas peut-être ce truc un peu solidaire ou de rencontre qui voilà. permet de peut-être d'échanger aussi sur les possibilités, tes peurs. Et à ce moment-là, ouais, et à ce moment-là, en fait, tu te sens encore plus seul, je pense, parce qu'il y a pas de jeunes, à qui il arrive la même chose. Et je pense que c'est important à ce moment-là de tomber sur des profils, qui sont un peu similaires. Et là où je disais que j'avais de la chance, c'est que je devais y rester un mois et le lendemain matin, donc il y a l'infirmière qui m'aide à prendre la douche, à faire, toutes ces choses-là et la médecin qui rentre donc et qui me dit: «J'ai une bonne nouvelle, je viens d'avoir un appel de la tour de Gassy et il y a une place qui s'est libérée, tu peux y aller, là», c'était le surlendemain, quoi. Donc en gros, j'y suis resté 48 heures Ah ouais, et c'est hyper voilà, rapide. donc j'ai eu de la chance aussi voilà, d'avoir aussi un peu de famille sur Bordeaux qui essayait de passer les coups de fil. Moi, Et c'est toi qui avais demandé à aller là-bas du coup ou... heu, je sais plus comment ça s'était passé, mais il y a moyen qu'on m'ait proposé, en me disant: «Voilà, il y a ça, il y a ça» et j'avais peut-être la possibilité aussi d'aller sur Limoges. Mais je voulais, voilà, quitte à maximiser ma récupération, aller dans un endroit qui était vraiment, voilà, dans mes objectifs. Donc là, tu arrives à la tour de Gassy. Mmh. Comment ça se passe ton entrée à Gassy? Hem, Même ton ressenti? Entre Agassi, déjà, ça fait peur parce qu'en fait, à ce moment-là, ça fait 10 jours que je suis en réa, ça se passe bien, il y a du personnel, il y a beaucoup de, enfin, ouais, ils étaient pas en manque de personnel en réa à ce moment-là, tu vois? Donc, c'est vrai que là, ça fait peur parce que du coup, tu quittes un endroit où tu as commencé à te familiariser pour changer complètement d'équipe, donc tu as une petite appréhension quand même. Tu arrives, c'est beaucoup plus grand, voilà, c'est pas pareil, mais je savais que j'étais là pour essayer de travailler et pour moi, pour mon bien, quoi. Mais c'est très long parce qu'en fait, j'arrive le 1er juillet et on me dit, enfin, j'arrive, je crois, un vendredi et on me dit: ta première séance, ce sera un lundi». Donc là, je me dis: «Bon, putain, moi, je suis venu, je voulais commencer à travailler direct». Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, Léo, avec tes mots? Parce qu'il y a peut-être des gens qui savent pas quelles sont les conséquences quand tu as une lésion sur la moelle épinière et quelle est la suite? Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est un centre de réadaptation ou de rééducation? Mmh. De façon à ce que, voilà, les gens qui connaissent pas puissent, s'en Bah, imprégner. c'est vrai qu'un centre de rééducation, alors, c'est vrai qu'il y a le débat un peu parce que, il y a des centres, qui sont des rééducations, mais qui finalement ne rééduquent pas. Ils font plus de la réadaptation pour essayer de faire, voilà, de «former» entre guillemets le patient à sa vie en fauteuil. Alors que là, à la tour de Gassy, j'ai vraiment ressenti ce truc-là où on essayait quand même de pousser un peu les capacités au maximum et en essayant en croisant les doigts, qu'il y ait une potentielle récupération. Donc, le centre, en fait, il se divise en plusieurs parties, on va dire. Il y avait comme nous, les blessés médulaires, les grands brûlés, toutes les personnes qui étaient amputées et j'en oublie, je crois, tout ce qui était, AVC et cetera et c'est vrai qu'on est divisé en secteurs, donc ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve aussi avec des personnes qui ont la même histoire que nous. Donc ça, c'est vraiment positif parce qu'on peut échanger et les séances de kiné,
Moi, je pensais que c'était un peu à longueur de journée comme on voulait, mais en fait, j'ai vite compris qu'on avait 2 créneaux dans la journée au maximum, mais donc c'est vrai qu'après on a un peu de temps et heu et donc ouais, donc on a, nos chambres et en fait, c'est voilà, on a la salle en bas, commune où on fait, un peu, les rencontres, on va dire et puis après, beh, la balnéo, enfin, c'est vrai que la tour de Gassy, pour le coup, c'est assez développé et c'est vraiment bien, quoi, pour, travailler, mettre à profit. Et du coup, pour donc l'organisation de tes journées en rééducation, c'est quoi la journée type? Même alors en fait, ils ont vite compris, enfin moi j'ai directement fait passer le message en me disant: «Bon mais moi, vous me faites faire, le maximum, voilà, il y a aucun problème, je suis là pour ça» et cetera. Donc ils ont vite compris, quoi et heu et donc j'ai négocié pour avoir le maximum de séances possible, mais au début, ouais, c'était 2 séances, donc une le matin, une l'après-midi, on va dire et ce qui était bien, c'est ouais, de kiné. Donc ce qui était bien après, c'était que, ma kiné, qui est Olga, à qui je fais un gros bisou, hem, voilà, qui me laissait aussi en autonomie. Au bout d'un moment, elle savait que je savais faire certains exercices, du coup, je faisais ma séance avec elle et je pouvais rester un petit peu plus, donc ça, c'était bien donc ouais, en général, j'avais donc, séance de kiné le matin, une l'après-midi. Ergo, j'en ai pas vraiment fait. La balnéo, par contre, ouais, je crois que j'avais 3 séances par semaine. Mais bon, des fois, ça tombait sur des jours où ça s'enchaînait pas mal et c'est vrai qu'en fait, quand on est, blessé, médulaire, on pourrait se dire: «Bon, beh, pour le corps, c'est pas forcément, très, voilà, on fait peu d'efforts». Enfin, moi, mes jambes, elles bougeaient pas énormément au bout de 3 semaines quand j'ai recommencé à contracter certains muscles. Mais pour autant, en fait, l'énergie que ça me demandait, c'était la même que pour faire un gros effort. Parce que, voilà, le cerveau disait: «Allez, essaie de lever ta jambe au plafond». Et ben, en fait, le cerveau, demandait, voilà, cette information, mais le fait qu'elle passe par la moelle épinière qui était un peu abîmée, eh beh, elle se transformait en légers mouvements, ridicules, quoi. Mais pour autant, l'énergie dépensée était la même. Donc les séances en balnéo, les séances en kiné, je faisais des bonnes journées, quoi. Et puis après, bien sûr, dans la chambre en haut, j'avais, voilà, toujours de quoi, des élastiques, de quoi faire un peu d'exo dès que j'avais un peu de Tu jus, arrêtais quoi. jamais? J'ai essayé d'en faire un max, mais après c'est vrai que des fois je me faisais surprendre par le personnel soignant qui rentrait, il disait: «Mais, tu repose-toi un petit peu», tu vois? C'est marrant Mais, parce que moi, je me souviens d'une vidéo de toi et je pense que c'est là où j'avais commencé à te connaître. Parce que, bah, souvent ça va vite aussi. Moi aussi, je suis sur les réseaux et du coup, c'est vrai que, bah, dès qu'il y a des nouveaux blessés médulaires, il est fort probable que j'en entende ouais. parler et moi, je me souviens d'une de tes premières vidéos où tu étais en train de jongler, je crois que c'était à l'hôpital. Oui, exactement. Tu étais en train de jongler où tu commençais déjà à faire des exercices, je te voyais même avec les poignets à essayer de te tirer et Ouais, cetera. exact, ouais, c'est vrai. Alors, par la suite, j'ai su que c'était très mauvais ce que je venais de faire Ah parce ouais? que, en fait, tu vois, je faisais des tractions, je sais pas comment on appelle ça, le triangle pour essayer de se relever du lit, là. Vous voyez, je pense, de quoi on parle, mais et en fait, ouais, je crois que c'était, mais ça, c'était au centre de rééducation à Tulle. Donc, c'était, J+11, quoi et J+11, tu me vois déjà en train de faire des tractions au truc, Et donc c'est pas bon parce que du coup ça et ben, en fait, j'étais pas consolidé, quoi. bah ouais. Et même j'avais une minerve qui était trop petite, donc après j'ai eu une grosse minerve pendant, plusieurs mois, pour vraiment consolider et Tu stabiliser. l'as gardé longtemps, je me souviens Ouais. de cette image, ouais. Tu l'as gardé combien de temps ta Mia? Ouais, je l'ai gardé, ouais, tout l'été, je pense que je l'ai gardé, ouais, plus 3 mois, je pense. Putain, c'est fou, hein, parce que tu vois, moi, genre, par exemple, j'ai pas eu de Mia. D'accord, OK, ouais. Ouais, Enfin, moi, ça je suis dépend. resté 3 semaines en réa, mais aucune Mia. Pourtant, Peut-être on a eu la même, ouais, ça doit peut-être dépendre de l'arthrodèse, je sais pas. Mais ouais. peut-être, ouais. Tu pas eu de tendons ou des trucs comme ça qui ont été Non. touchés? Non, par contre, moi, mon arthrodèse, donc la plaque, en fait, en fait, c'est pas une cage, quoi, tu sais? C'est pas enfermé. Ouais, c'est C'est vrai. vraiment juste moi devant, une petite plaque. Ouais, j'ai la même que toi. OK, ouais. J'ai la même que toi, mais pas la même chance. Mince. C'est pour ça que tu as eu un torticolis il y a quelques semaines. On en parlera dessus, dans les vidéos avec Kev. J'en parle ou pas? Si tu veux. Ouais. Non, parce qu'en fait, Kevin, donc qui est à la réalisation derrière les caméras, il a filmé un peu tous les backstage de Confidence et bah, tout ce qu'on voit pas forcément. Et c'est vrai que j'ai été au Portugal, donc on en a parlé tout à l'heure en off, donc c'est pour ça il me charrie un peu avec ça, mais enfin on est allé au Portugal et justement on venait de finir les 9 interviews. On va au Portugal et là je me retrouve avec un torticolis de l'enfer et ça a été vraiment abominable. Donc je pense qu'il y aura une vidéo qui sortira sur la chaîne de Kevin, donc il faudra la suivre. Il faudra suivre la chaîne et bon, je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais on va se rendre compte aussi de beaucoup de choses, de ce que ça coûte de produire tout ça.
Donc ouais, beaucoup de taf, mais en tout cas, moi, je suis très content parce qu'on a toujours des témoignages qui sont hyper inspirants et puis ce que j'aime aussi à travers les témoignages comme les tiens, c'est que ça peut être, valeur d'exemple, ça permet aussi de voir comment toi tu t'es construit. Parce que on le rappelle, hein, tu avais 19 ans à cet âge-là. Est-ce que d'ailleurs, par rapport à ça, heu, tu est-ce que tu penses que ta jeunesse t'a un petit peu, comment dire, préservé peut-être vu que tu étais peut-être un peu inconscient par rapport à il y a une forme d'inconscience quand tu es jeune. Ouais, ouais, je Est-ce que pense. tu penses que ça t'a aidé ou est-ce que, Je pense que à tout point de vue, la jeunesse, ça peut être que bénéfique, quoi. Rien que par rapport à l'âge métabolique de notre corps. mmh, Enfin, les chances de récupération, elles étaient bien plus élevées que si, par exemple, l'accident me serait arrivé à 50 ans, tu vois. Donc, je pense que la jeunesse y a fait. Après, le fait que, ben, à ce moment-là, on n'a pas encore construit sa vie, quoi. Donc, ça y fait aussi, je pense. Tu vois. tout à fait, ouais. Le fait de... Bon, c'est sûr que ça redistribue complètement les cartes de ce que peut-être on avait prévu. Mais je pense que finalement, voilà, c'est la jeunesse, peut être un atout et comme tu le dis, après, c'est vrai que ça fait un bond aussi en termes de maturité, quoi. C'est-à-dire que en quelques mois, j'ai moi-même vu la différence, mon entourage aussi. Voilà. Donc ça change quelqu'un, quoi. Et au niveau donc, tu disais donc tu as tes journées types, donc tu fais 3 semaines de balnéo par semaine, 2 heures de kiné par À jour. 3 séances, ouais. Quoi? T'as dit, t'as dit 3 semaines, je te 3 reprends. semaines? Ah ouais? Bah voilà. Bon, on va le laisser, hein, c'est pas grave. Je fais pas attention quand je parle. Je suis fatigué. Donc 3, pas 3 semaines, 3 Ouais. séances par semaine. Voilà, je vais y arriver. 3 séances par semaine de balnéo, 2 heures de kiné par jour. Tu m'as dit que tu faisais pas trop d'ergo. Non. Les week-ends, tu rentrais à la maison ou pas? Beh, au début, non, et après par la suite, ouais, j'ai pu rentrer, chez moi petit à petit et ouais, j'essayais de faire, maximum d'exercices, quoi. J'ai d'ailleurs, même appris le vélo, bon sur la fin, hein, bien sûr quand je savais déjà remarcher, bien sûr. Mais j'étais encore au centre à ce moment-là et le week-end, bon, beh, j'en profitais pour, bon bien sûr en toute sécurité avec, toute la famille à côté et cetera pour pas que, il se passe quelque chose, mais j'essayais d'avancer quoi de mon côté aussi. De pas juste simplement attendre qu'on me dise, quoi faire, mais que moi j'essaie de prendre les devants sans avoir non plus un excès de confiance, parce que ça peut être, mauvais quoi, on peut faire une chute, enfin voilà, il faut pas non plus, brûler les étapes. Mais quand je le sentais, je pense que voilà, j'ai pu apprendre par moi-même pas mal de choses. Et toi donc Léo, on va en parler, toi tu as eu la chance d'avoir une récupération qui est quand même bonne pour un blessé médulaire. On va aussi en parler parce que il y a aussi une forme de handicap invisible maintenant, c'est sûr que tu marches, tu as ta canne et cetera. Mais il y a encore aussi tous les troubles associés, pour lesquels, bah, tu es encore concerné, finalement. Avant de reparler, bah, de la marche et cetera, ça se passe comment? Parce que du coup, tu parles, tu vois, les premiers jours, tu sens des fourmillements. À quel moment tu vois un petit peu des évolutions? Comment c'est? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Mais en fait, les 3 premières semaines, vraiment, il se passe rien en termes de motricité. En termes de sensations non plus, mais au bout de 3 semaines, quand même parce que je passais mes journées à essayer, voilà, qu'il se passe un truc. Mais il s'est passé voilà, une petite contraction au niveau de mon quadri et donc à partir de ce moment-là, OK, je me suis dit: «Bon, mais si c'est moi qui contrôle ça, c'est énorme». Bon, je le faisais, 3, 4, 5 fois, après ça s'arrêtait, j'arrivais plus à le faire. Mais mais quand même, tu vois, j'avais ce truc-là en me disant: «Mais c'est positif, c'est déjà mieux c'est déjà mieux qu'hier, quoi» et en fait, beh, petit à petit, ça a eu un effet boule de neige et en fait, ce muscle-là et beh, il a besoin du muscle, qui est opposé pour pouvoir fonctionner, donc ça réveille un peu l'autre muscle et cetera. Donc au final, ça s'est réveillé tout doucement, petit à petit et en parallèle, la sensibilité est revenue aussi, petit à petit. Alors ça s'est vraiment étalé, ouais, j'ai eu mon accident en juin. Je pense que durant tout l'été, après, ça s'est étalé. La progression était vraiment, elle a vraiment été, ouais, exponentielle. Je Et les progressais médecins, pour, les médecins, avant, quand tu as ton accident, ils te disent quoi comme discours? ben, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, il dresse, quelque chose qui est hyper, négatif, après pour, la petite anecdote, je suis, retourné voir, un des médecins que j'avais vu donc à Limoges, un des médecins qui avait dit donc à mes parents que je remarcherais pas, quoi. Et en fait, bah, lui il m'a dit: «Beh, si demain il y a exactement la même histoire, voilà, le même profil qui revient, beh, je lui dirai la même chose».
Et il m'a dit, ben j'ai jamais été aussi content de m'être trompé. Tu vois. Donc voilà, c'était marrant. Mais Ouais, parce que c'est vrai que souvent, les médecins, enfin, ils sont souvent décriés, tu vois, on dit, voilà, on a défié la science, on a défié les médecins, etc. Mais en fait, c'est juste que eux font leur job aussi de peut-être préserver la personne et de le préparer, en tout cas mentalement, à ce que peut-être la récupération ne se passe pas, finalement. ouais, je pense. Et puis après, c'est pas forcément aussi. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est vrai que le médecin, lui, il traite des diagnostics, des choses comme ça, mais est-ce que c'est vraiment son rôle, lui, d'aller voir la personne? Enfin, des fois, il manque de tact, mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je sais pas. Enfin, ils essaient non plus de pas faire naître trop d'espoir, parce qu'en fait, finalement, s'il se passe ça et que la personne, elle arrive pas à atteindre les objectifs qu'un médecin hyper optimiste lui aurait dit, non, mais toi, tu vas remarcher, c'est sûr. Peut-être la chute, elle est beaucoup plus lourde que s'il avait dressé quelque chose de négatif dès le Ouais. début. Mais moi, j'en avais déjà parlé, je crois, dans des précédentes vidéos. Moi, c'était un petit peu ça au début. C'est vrai que, au début, j'ai beaucoup l'espoir d'eux parce que comme toi, toi, tu parles de quadri. Moi, j'arrive à le contracter. Je contracte aussi le petit doigt de pied et je me dis, ah, c'est bon, c'est pour moi. Et en fait, j'ai eu le contre-coup, tu vois, genre 6-7 mois après parce que, la récupération n'était pas à la hauteur, évidemment, de celle que je m'étais, projetée dans ma tête. Ouais, c'est vrai que j'avais vu des vidéos de toi dans les couloirs où tu t'arrivais à te mettre debout et tout. Enfin, Ouais, au entre début, les barres, j'arrive à me ouais, mettre debout. Mais en fait, pour le coup, moi, c'était très lié à ma spasticité ouais. que j'arrivais à exploiter. Et pareil, j'ai une tétraplégie incomplète, donc j'ai tout le côté proprioceptif et sensitif. Du coup, j'arrive à exploiter ça pour me mettre debout. Mais j'ai pas vraiment de contraction à Ouais. proprement parler comme ça. Mais c'est vrai qu'il m'avait prévenu de ça aussi. En fait, tout au long de cette récupération, euh, moi j'attendais un truc, c'est que ben, mes kinés puissent me dire bon, mais c'est bon, là, t'as passé ce stade, ben là c'est sûr que tu vas remarcher en fait, parce que Mhm. t'as passé cette étape-là. Et en fait, on me le disait jamais, donc je me posais la question, mais est-ce que là, regardez où j'en suis, la récupération que j'ai pu avoir jusqu'à présent, dites-moi, je vais remarcher ou comment ça se passe? Et Et en d'ailleurs, fait, il me disait clairement, il me dit, mais en fait, on peut rien dire parce que en fait, demain, ça peut s'arrêter sans qu'on comprenne pourquoi. mhm. Donc là, tu nous expliquais, là, tu sens quadri que tu arrives un petit peu à contracter. Ouais. Et la suite. Ben, la suite, en fait, ouais, c'est petit à petit. C'est donc les quadrilles, après un petit peu les releveurs, les orteils. En fait, c'est les muscles les plus loin à contracter, mais finalement, c'est un peu ceux qu'on contracte en premier, approximativement, quoi. Mais ouais, bah, à ce moment-là, c'est un peu tout qui se réveille à la fois. Mais je reste encore hyper. Enfin, il y a une fatigabilité des muscles qui est hyper présente, quoi. C'est-à-dire que, ok, je peux les contracter une fois, mais je peux le faire une fois, 2 fois, et puis après, des fois, il se passe plus rien. C'est compliqué, quoi. Donc, c'est l'entraînement, voilà, c'est de la répétition aussi, et aussi le corps qui se régénère aussi un peu lui-même, je pense aussi. Pas au niveau de la moelle épinière, mais du moins au niveau des muscles. Et Olga, ta kiné, à ce moment-là, elle te dit quoi par rapport à la récupération? Tu vois ce que tu dis juste avant? Regarde, tu leur dis, regardez, il se passe ça, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, elle est aussi surprise que moi. Parce que elle, dans sa carrière, elle m'a dit, ben, ça fait 15 ans, c'est vrai que j'ai rarement vu, je crois que c'est la deuxième récupération aussi importante que je vois, et encore, toi, c'est quand même, il y a un cas un peu exceptionnel de récup, quoi. Donc, en fait, on avançait tous les deux voilà, sans prédire ce qui pouvait arriver. En fait, on était surpris tous les deux, quoi. Des fois, on se regardait, on disait, putain, mais hier, je savais pas faire ça et tout. Donc, ouais, c'était une aventure à deux, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, et puis en plus, c'est marrant, mais en fait, elle a l'âge de ma mère, un peu même gabarit, brune aussi. Donc en fait, c'est vrai que c'était un peu, c'est marrant parce que, ben voilà, c'est un peu, c'est les parents qui apprennent à marcher normalement. Et en fait, là, c'était un peu, voilà, une deuxième marche, mais par une maman entre guillemets secondaire. C'était marrant, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que les kinés, ils ont un rôle assez, ils ont un rôle hyper important. Mm, mm. Parce que, enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais au-delà en fait de nous faire travailler physiquement, je trouve qu'ils sont vachement présents aussi pour le côté psychologique, Ah ouais, ouais. à nous assister, à nous écouter, etc. Mais pour ça, ouais, c'est Je clair. sais Et pas quel puis, était ton ressenti par rapport à ça, mais ouais, j'ai le même ressenti que toi par rapport à ça. C'est vrai qu'ils sont là, et puis en fait, ils pourraient se contenter de faire leur métier et puis de discuter avec nous, et puis voilà, quoi. Mais en fait, il y avait bien plus que ça, parce que il y a une relation entre guillemets qui se crée. Et je pense que c'est vraiment dû aussi au centre de rééducation qui fait ça, le fait qu'on soit au même endroit tout le temps, il n'y a pas des patients. Enfin, voilà, ils nous prennent en charge des fois sur de nombreux mois, voire années. Donc,
c'est une vraie relation qui se crée, quoi. Mais c'est vrai que c'est là que tu vois en fait qu'ils aiment leur métier et que c'est une vocation en fait, qu'ils font ça par passion parce que en fait s'ils aimaient pas ça, on le ressentirait direct, quoi. Et du coup, à ce moment-là, quelle est ta plus grosse victoire sur la récupération? À quel moment, genre, je sais pas, t'estimes que là, c'est chouette ce qui est en train de se passer? Ouais, bon, bien sûr, il y a des petites victoires tous les jours, tu vois, je vais pas te la faire, mais, c'est vrai que je pense la première fois que j'ai réussi à me mettre debout, il y a la vidéo parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, comme on l'a dit, j'étais passionné aussi de vidéo avant, donc en fait, j'avais envie aussi de pouvoir filmer ma récupération parce que c'était quand même assez fou. De base, c'était aussi pour informer ma famille qui était assez loin, hein, on l'a dit. Et en fait, donc il y a la vidéo de ce moment-là où en fait, je me mets debout pour la première fois et en fait, c'était pas prévu. On partait pour faire un exercice où je devais juste mettre un peu de pression sur mes pieds et essayer de soulever un peu mes fesses de ça pour essayer de reculer, un peu comme si je voulais me reculer dans le fauteuil. Et au final, en mettant de la pression sur mes pieds, j'ai dit au kiné, je peux, là, je pense que je peux me mettre debout, hein. Donc, en fait, Et elle agit dans... connaissait à force, donc elles ont dit et bon, à- c'est qu'il peut, quoi. Ah ouais, elles te disent, vas-y, tente. Elles m'ont dit bon, d'accord, on va faire comme ça, t'es sûr? Ok, bon, on essaye. Donc, il y avait Olga et il y avait aussi, voilà, une étudiante à ce moment-là aussi, donc c'était marrant. Mais c'était un grand moment, enfin, pour moi, parce que du coup, qui en avait dit il y a encore quelques semaines auparavant, tu pourras pas remarcher, etc. Là, je me retrouvais en vertical, quoi. Je me dis, mais c'est fou, quoi. Et si tu veux nous décrire ce moment, il se passe quoi dans ton corps à ce moment-là? Que tu ressens les choses comment? Dans tes Ben, muscles, etc. En fait, c'est beaucoup de concentration. En fait, j'aurais aimé te dire, ouais, j'ai trop kiffé, j'ai senti ça et tout. Mais en fait, c'est beaucoup de concentration parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment mon cerveau qui est focus sur mes jambes et essayer d'envoyer le maximum d'énergie pour essayer de contracter au maximum les muscles. Parce que là, quand je me lève, c'est comme si j'avais voilà, un sac de parpaings sur moi, quoi. Et donc, c'est vraiment quand je réussis à me mettre en version voilà, debout que ouais, là, je vois plus haut quoi, que ce que je voyais du haut de mon fauteuil, quoi. Donc, c'était quelque chose, quoi. Je me suis dit, bon, ben là, on a déjà fait quelque chose de bien. Et à ce moment-là, j'y crois encore plus, quoi, parce que j'y croyais avant, mais là, je me suis dit, c'est inévitable. Et ça, c'était au bout de combien de temps? Je crois que c'était au bout d'un mois et demi. Ah ouais, ça a été très rapide quand même. Ouais, c'est très rapide. Très rapide et bon après, c'est vrai que quand on y est, au final, un mois et demi, bon, tu comptes les jours, ça peut être long, Ouais. mais quand tu dézoomes, ouais, c'est vrai que c'est rapide. Mais, ouais, ouais. Et bon, après, par la suite, j'ai vu que c'était bien plus compliqué que ça parce que là, mon poids reposait sur les deux jambes. Et je me disais, en fait, je suis debout maintenant, j'ai plus qu'à faire un pas devant l'autre. Sauf que quand tu lances ton premier pas, tu as tout le poids qui se bascule sur un pied. Et là, la difficulté, elle est deux fois pire, quoi. Donc en fait, il y a un monde entre être debout et marcher, en fait. Mhm. Ouais. Donc ouais, là, c'était une grosse étape, quoi. C'est intéressant. Mais n'empêche, un mois et demi, c'est hyper rapide. Mm. À ce moment-là, en plus, tu es avec d'autres blessés médulaires. Ça se passe comment la relation avec eux, par exemple? Parce que, Ben, enfin, moi, j'ai toujours entendu dire. Alors, tu vois, on est tous différents par rapport à ça. mm, mm. Je pense que j'aurais pu le ressentir au début. Je te cache pas. Maintenant, tu vois, genre, ça fait 7 ans que j'ai eu mon accident. Quand je revois quelqu'un marcher, qui a une lésion comme moi, je suis hyper heureux pour lui. Et j'aurais été hyper heureux pour lui, même avant. Mais je pense qu'au début, tu sais, ça m'aurait fait quelque chose. Est-ce que tu as ressenti quelque chose avec d'autres patients à ce moment-là? Ouais, après, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, je suis assez solitaire, on va dire, tu vois. Mais depuis le centre de rééducation, tu vois, en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu seul voilà, à bord du navire, quoi. Même si on a le soutien de la famille, etc. Mais on est seul à mener ce combat-là, parce qu'on peut pas nous aider autrement, quoi. Enfin, voilà, donc je me dis, je suis seul. Donc je restais quand même majoritairement seul, mais ça me dérangeait pas, j'étais très bien avec moi-même et je suis encore très bien aujourd'hui seul. Je suis apaisé de fou, quoi. Mais, mais pour autant, ouais, j'avais un pote, Aloïs, qui est toujours un ami aujourd'hui, hein, bien sûr, et qu'on se voyait souvent. Il était la chambre à côté, ouais, que tu as rencontré aussi. Et Qui avait à peu près ton âge, non? ouais, c'est ça, plus jeune. Un peu plus jeune. Mais j'avais super bien sympathisé, il faisait de la moto aussi. Et lui, c'était vraiment un bon pote, quoi. Mais pour en revenir aux séances de rééduc, quand j'étais à côté d'autres patients, c'est vrai que au début, je suis un peu gêné parce que, en fait, ils voient que je progresse
Et à la limite, ceux qui arrivent et qui me voient déjà debout, enfin, ceux qui arrivent pour faire leur première séance et qui me voient déjà debout, ça va. Mais ceux qui m'ont connu quand j'étais encore en fauteuil, et il y en a eu, hein, je pense qu'il y a une forme un peu de jalousie. Mais je peux pas leur en vouloir parce que moi, si ça avait été moi à leur place, peut-être que j'aurais ressenti la même chose. Donc, moi, je leur en veux pas. Et encore aujourd'hui, il y en a il y a des haters partout, tu vois. Mais je pense que je peux pas leur en vouloir, tu vois, c'est Mais pas... d'ailleurs, on va en parler parce que effectivement, donc tu repars du centre en marchant. Tu marches aujourd'hui avec une canne. Je sais pas si ça vaut le coup de faire une démo. Bah, elle est Tu peux juste nous là, tu montrer, vois. hein. Elle est juste là. Alors, ce qu'il faut savoir, Elle c'est te que... sert à quoi du coup cette canne? Alors, elle me sert surtout quand, voilà, quand c'est quand, là, par exemple, j'ai fait 3 heures de route pour venir, et ça Rien que m'aide. pour ça, il faut regarder la vidéo. Et ça m'aide, en fait, ça m'aide quand, voilà, quand on reste longtemps dans une position, on est un peu bridé, donc ça me fait vraiment un soutien quand je vais en déplacement sur des événements ou des trucs comme ça qu'il faut marcher. En fait, ça m'aide et ça me rassure aussi, parce que voilà, il y a des fois où c'est pas trop ça. Et en fait, ça fait ça fait un peu que je l'ai, mais pas tant que ça. C'est pour ça qu'il y en a qui vont être peut-être surpris de voir que j'ai une canne, parce que je montre pas forcément. Mais en fait, avant, je la prenais pas, peut-être que, enfin, je la prenais pas parce que, je sais pas, peut-être que inconsciemment, je voulais montrer que, tu vois, je remarche, je vais pas régresser, tu vois, reprendre une canne. C'est pas ça, en fait. Peut-être que j'aurais dû en avoir une dès le début et pas ressortir du centre sur mes deux jambes, tu vois, ça aurait été peut-être plus intelligent, mais, tu vois, Ouais, t'avais envie de maximiser l'effort pour ouais, te ouais. dire. En fait, c'était une erreur aussi que j'ai faite à un moment donné quand j'étais, parce que tu as dit, j'étais jeune et je partageais aussi mon histoire sur les réseaux. Et en fait, c'est vrai que ben, je montrais que le positif. Je montrais que quand je progressais, que quand ci, que quand là. Et c'est pour ça que j'avais aussi des retours qui étaient des fois un peu négatifs, parce que les gens, ils se disent, ben, ok, ben, il réussit, ben, voilà, il y a zéro problème. Et en fait, ils se rendaient pas compte de la difficulté que j'avais sur certains trucs, comme là, tu vois, j'en ai besoin de cette canne parce que j'ai la spasticité, j'ai d'autres séquelles qui se voient moins, mais dont je parle pas forcément. Tu On en parlait un petit peu tout à l'heure et je pense que c'était aussi ça où je voulais en venir, c'est que on te voit marcher, on te voit marcher de manière un peu bancale. C'est peut-être pas le mot, mais on le vois. dit. Ouais, mais Mais c'est un peu ça quand même. En tout cas, c'est pas péjoratif. C'est peut-être que je manque de vocabulaire, mais c'est vrai que bah t'as pas une marche comme tout le monde. Et en plus de ça, tu conserves des troubles associés à une lésion sur la moelle épinière. Tu disais t'as de la spasticité. Est-ce que tu as encore d'autres, je sais pas, des douleurs neuro, par exemple? bah, douleur neuro, comme je te l'ai dit, dans les coudes. Ouais. C'est vraiment en permanence. Tu vois, si j'y pense, tu vois, je vais sentir voilà, que j'ai une douleur qui est en permanence ici, qui est supportable, hein. Avant, j'avais un traitement, mais bon, j'ai arrêté, voilà, parce que je peux le supporter, justement. Et, euh, et après, ouais, j'ai d'autres séquelles qui se voient moins, certes, parce que c'est vrai que quand on nous voit, eh ben, c'est tout de suite plus simple de critiquer parce que c'est pas forcément écrit sur nous, quoi. Que ben, j'ai des difficultés aussi pour des fois, tu vois, uriner, tu vois, des trucs comme ça, c'est tout bête, mais en fait, la blessure de la moelle et le fait de perdre l'usage de ses jambes ou de ses membres supérieurs, etc., c'est pas seulement la perte de l'usage de ses membres, c'est plein d'autres choses qui sont impactées, quoi. Bah, et puis surtout que, pour préciser, pour ceux qui connaissent pas, la vessie, c'est un muscle. Et du coup, bah, forcément, bah, quand tu n'as plus la possibilité de contracter, bah, tu peux pas déclencher le sphincter qui te permet d'aller uriner. Et c'est vrai que, bah, alors toi, je sais que tu ne sondes plus. Donc ça, c'est aussi un sujet, bah, dont il faut parler, c'est que la plupart des blessés musculaires se sondent. Toi, tu as eu la chance que ce soit pas le cas. Et tout à l'heure, on en parlait d'ailleurs un petit peu en off. Toi, tu avais fait enfin, tout un tas d'examens pour en fait t'assurer qu'effectivement tu vidangeais bien de façon à pas avoir du dépôt parce que le dépôt si t'en as, tu peux avoir des infections urinaires. Ouais, complètement. C'est vrai que bah, c'est des choses auxquelles il faut faire hyper attention parce on devient de suite un peu plus, même si mentalement on s'endurcit, on dit rien ne se perd, tout se transforme. Mais en fait, si on s'endurcit d'un côté, ben, c'est que d'un autre côté, on devient un peu plus fragile. Et je pense qu'au niveau du corps, c'est le cas. Et pour le coup, ouais, il faut faire hyper gaffe à ça. Donc on avait fait attention à ce que justement, ouais, j'arrive à bien, à bien vidanger le tout, comme tu le disais, hein. Ça peut vite arriver. Mais Mais c'est important aussi, excuse-moi de te couper, mais c'est important aussi d'en parler parce que toi tu le disais, bah, t'as peut-être plus de mal aussi à faire ça de manière beaucoup plus spontanée et naturelle. complètement. En fait, aujourd'hui, enfin moi j'ai pas de tabou avec ça et je pense que
on le voit sur mes réseaux, franchement, je m'en fiche un peu, tu vois, de parler de tout n'importe quoi, tu vois. Ouais, Mais c'est important aussi ouais, d'éduquer. complètement. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, en fait, il faut que je me concentre, tu vois, quand je veux vraiment, voilà, aller aux toilettes, il faut que je me concentre. Tu vois, c'est une concentration. Des fois, je peux me masser un peu le bas du ventre. Voilà, c'est des choses que je faisais pas avant, mais qui sont nécessaires aujourd'hui. Et en fait, j'ai maximisé les chances pour ne plus me sonder parce que déjà, je trouvais ça hyper désagréable. Tu vois. Enfin, j'arrivais pas à supporter. Et je me Ouais, suis dit, et puis t'as récupéré la sensation, toi, du coup. ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, le truc, c'était que c'était hyper éprouvant pour moi et mine de rien, tu vois, bon, après, la dignité, dans ce moment-là, on la met un peu de côté, mais quand t'as des infirmières qui ont presque ton âge, qui te sondent, tu vois. Parce que Ouais. j'arrivais pas à le faire tout seul. Pour moi, c'était inconcevable, tu vois. Enfin, voilà, donc peut-être la jeunesse aussi, mais Et t'as récupéré justement la sensation de douleur? ouais, Parce que ouais. tout à l'heure, tu me disais que, par exemple, à partir de tes pecs, Mm, ça c'est mm. pareil, c'est quelque chose qu'on voit pas, mais que tu sentais pas de la même manière. Mais en fait, il y a une différence parce que il y a une partie donc qui est pas touchée par la lésion qui est comme avant, tu vois, donc le haut. Et en fait, quand tu descends, en fait, j'ai la sensation, mais je sens que tu vois, il y a une petite frontière où tu te dis, bah là, c'est un peu différent, tu vois, où la sensibilité, elle est pas la même, etc. Alors la douleur, pas partout. Il y a des fois où en fait, le corps va réagir avant la sensation, c'est-à-dire que je peux me brûler et avoir un spasme avant que je sache que je me sois brûlé. Ou au contraire, à d'autres parties du corps où je vais sentir la douleur. Et en fait, je le vois des fois quand je le fais depuis pas si longtemps que ça, mais des fois, tu sais, je me rince les jambes à l'eau froide. Parce qu'en fait, du coup, c'est juste après, ça crée une sensation de chaleur une fois que tu sors de la douche, hein, et ça libère un peu les jambes, tu vois, ça rend les jambes un peu moins lourdes. Et, euh, et du coup, ouais, par exemple, le pied gauche et tout, niveau sensation, c'est bien, tu vois. Mais c'est incomplet, quoi. Le terme, il est là, c'est-à-dire, c'est d'une personne à l'autre, ça va être Ouais, différent. c'est ce que j'allais dire, c'est très aléatoire Ouais. sur la récupération, tu vois, genre, moi je sais que j'ai des... Bah, on a quelqu'un en commun, on dira pas son nom pour... tu vois certainement de qui... Il s'appelle. tu vois certainement de qui je veux parler, mais lui par exemple, pareil, il marche, des fois il arrive un petit peu à trottiner, et pour autant, bah, il se sent toujours, quoi. Donc, en fait, tout est aléatoire, les sensations, les récupérations, etc. Donc on est tous différents, on a tous notre singularité. Après, bon, je vois l'heure qui tourne un petit peu. J'imagine que tu as eu des citations, des mantras qui t'ont un petit peu dicté. Et justement, on va passer à l'instant citation. Et puis tu vas nous partager ça avec nous, savoir un petit peu ce qui t'a drivé et ce qui t'a permis de t'affranchir et de transcender ce que tu as vécu. C'est parti pour l'instant citation. Bon Léo, j'imagine, comme je le disais juste avant, que tu as peut-être des mantras à nous partager, que tu as envie de C'est partager vrai, ouais. aux gens qui nous regardent. Ouais. Et si tu peux nous en donner une ou deux. Ben écoute, en plus de ça, j'ai une note dans mon téléphone avec citation, mais pas vraiment pour en plus l'interview, mais des fois je note des trucs qui me parlent. Et d'ailleurs, ben, ceux qui me suivent le savent, autour de mon écran, j'ai plein de petits mots comme ça qui m'inspirent moi au quotidien. Et c'est comme les blagues, tu vois, j'ai du mal des fois à les retenir. Non, mais en gros, il y en a plusieurs ouais, qui me parlent. Je pense que la première vraiment qui a été clé pour moi, c'est le croire en soi, c'est réussir. En fait, ça, c'était vraiment quelque chose d'assez bateau, mais pour autant qui s'avère être hyper vrai, parce que si personne, il y a personne qui va croire en toi à ta place, ou peut-être que quelqu'un va le faire, mais ça n'aura pas forcément un grand impact. Donc, la seule personne qui peut faire bouger les choses, c'est toi-même. Et du moment où tu crois en toi, pour moi, c'est une forme de réussite, parce que quoi qu'il arrive, même si tu n'atteins pas ton objectif, ça t'aura permis au moins d'avancer, quoi. Donc ça, c'était vraiment une phrase qui me parle encore aujourd'hui. Après, il y en a, avec le temps, j'évolue aussi, que ce soit dans ma manière de communiquer, etc. Et il y en a une qui me parle davantage aujourd'hui, c'est, en fait, je ne saurais pas vous te la ressortir telle quelle, mais l'idée, c'est que, en fait, la réussite, elle est pas dans l'objectif que tu vas atteindre, en fait. Elle est dans le chemin Process, ouais. ouais, dans le process, quoi. Tu l'avais, tu vois. Ça me Mais, parle aussi. mais c'est vrai que, en fait, quand on se dit ça, ben, on fait un pas de recul et on se dit que, ben là, on est en train de réussir, en fait. Parce que si la réussite, elle est dans le process, eh ben, il suffit de trouver du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien, dans ce qui nous anime. Et en fait, on se rend compte que peu importe si tu atteint ton objectif ou pas, tu es en train de réussir dans l'instant présent. Et en fait, il
Et puis t'apprends Il y a que sur ça qui existe. toi, ça Ouais. t'apprend beaucoup de choses finalement. Complètement, ouais. Donc, ouais, ça me parle beaucoup parce que, en fait, du moment où tu aimes ce que tu fais et tu fais ce qui t'anime et ce qui te passionne, alors voilà, il faut aussi pouvoir s'en donner les moyens, hein, c'est pas donné aussi à tout le monde et plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais si on a la possibilité de se dire, ok, je vais essayer de faire ce qui me plaît, ben, je pense que c'est déjà une forme de réussite. Et l'objectif, au final, ben, on aura plus de facilité à l'atteindre. Si on part de ce principe-là en disant, ben, je vais kiffer chaque journée qui passe, je sais pas de quoi il fait demain. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre récemment, je me suis mis à la lecture, hein, je deviens presque intellectuel, attention. Non, mais j'ai lu un livre qui est un peu, qui est l'importance du moment présent. Et ça parle complètement de ça, en fait. C'est, c'est le, c'est de Edward Ah Carte, il me oui, semble. ça me parle ça. Je crois Et que je l'ai le livre, mais voilà. je l'ai toujours pas lu. Et je te le conseille, je le conseille à tous ceux qui regardent cette vidéo parce que vraiment, pour moi, c'est vrai que. Comment tu dis? Ouais, ça va être ça. Ouais, Je l'ai c'est appelé ça. Edouard, mais bon, en fait, le principal, c'est ce qu'il dit, Ouais, quoi. c'est ça, il a un nom un peu dur à écrire. Ouais, Avec c'est un vrai, K, c'est je vrai. crois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, je connais pas le nom de l'auteur, du coup, mais je sais au moins ce qu'il dit, et franchement, il y a un avant et un après, parce que, en fait, il dit clairement que le passé, ça existe dans tes pensées, le futur, il n'existe pas, il existe aussi dans tes pensées, donc en fait, au final, qu'est-ce qui compte? C'est là, en fait, c'est nous sur un canapé en train de se discuter, et ouais, il faut juste savourer le moment, parce que, Et toi, du coup, donc ta récupération, qu'est-ce qui a fait que tu as récupéré? Parce qu'on en parle aussi, on parle beaucoup de travail, de visualisation, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un facteur chance qui rentre en jeu. Et ça, je sais que moi, pour l'entendre et pour l'avoir aussi vu sur tes réseaux, bah, il y a des gens qui pensent que c'est qu'une question de volonté, alors qu'en fait, c'est pas le discours que tu as. Toi, tu as un discours où tu essayes justement de montrer que bon, on peut vivre des difficultés et qu'on peut avancer en tout cas, on peut avancer avec elles. Et pour autant, tu es aussi très lucide sur la situation, que tu as une récupération qui est assez exceptionnelle. bien sûr, mais c'est vrai que moi, je pense en avoir toujours parlé. J'ai essayé de faire les choses au mieux en termes de communication vis-à-vis de mon histoire. En fait, moi, de base, comme je te l'ai dit, c'était pour informer ma famille de mon évolution. C'est vrai que ça a pris une toute autre ampleur. Et le fait que ben, je sois passionné aussi par la création de contenu, et ben, naturellement, ben, je me suis aussi retrouvé dans ça. Parce qu'avant, la moto, hop, Oula. ça aura fait un petit bug de son. Les aléas du direct. Et, euh, Et donc c'est vrai que la moto, avant qui me prenait beaucoup de temps, aujourd'hui, ben, j'ai trouvé quelque chose qui vient en substitution et qui m'anime tout autant. Tu vois. Et c'est vrai que, ben, comme je le disais plus tôt, peut-être que je montrais trop les belles choses. Et en fait, les gens sont peut-être, enfin certains, hein, ça on parle toujours d'une minorité hein, dans ces moments-là. Il y en a peut-être une minorité qui s'est dit, ben voilà, lui, tout va bien, il montre une image que, alors voilà, comme je disais tout à l'heure, je peux pas leur en vouloir de quoi que ce soit, je suis pas dans leur tête, mais aussi il faut, enfin, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas juger. Enfin, le jugement, personne ne devrait juger, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Moi aujourd'hui, je me permets de juger personne, quoi. Oui, et puis je pense que tu as aussi, enfin déjà, tu récupères, tu as le droit d'être content de récupérer, et pour autant, faut pas trop le faire parce que de peur de froisser du monde. Ouais. En plus de ça, tu restes quand même, je le rappelle, tu as 23 ans, tu es encore jeune. C'est vrai, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un vieux, mais j'ai quand même 9 ans de plus que toi. Et toi, tu es encore jeune et il faut aussi laisser la place à la jeunesse, le temps de se construire et que, bah voilà, t'as le droit de faire des erreurs en fait, ou même sans faire d'erreur, tu as le droit Bien sûr. d'être toi-même. Et je trouve qu'on est vraiment dans une société pleine de jugements. Et comme tu le dis, je pense qu'il faut prendre tout un ensemble. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on nous pousse à ne plus être nous-mêmes, quoi. On nous met plein de barrières, on essaie de nous dire attention, ça il faut pas le dire parce que derrière tu peux avoir telle répercussion, tu peux froisser telle personne. Je pense qu'en fait la plus belle des choses et le plus beau des accomplissements pour chacun de nous, en fait, c'est de simplement être nous-mêmes, tu vois, de réussir à être voilà tel que l'on est réellement, sans se soucier de ce que les autres peuvent penser de nous, en fait. Et je pense quand on arrive à ce moment-là, quand on en arrive là, et et c'est pour ça que je te parlais de maturité, parce que moi je pense qu'à 23 ans aujourd'hui, euh, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais je pense avoir compris pas mal de choses pour mon âge. Voilà. Et donc c'est des choses aujourd'hui qui sont hyper importantes pour moi et dans lesquelles je pourrais pas me passer, parce que maintenant elles font partie de moi, mais le fait de pouvoir me délaisser de ce que pensent les autres
et ils peuvent dire n'importe quoi. Moi, ça m'empêchera pas d'avancer parce que, contrairement à ceux qui vont critiquer, ben moi, je vais faire des choses, quoi. Je vais essayer de me bouger, de monter des projets. Alors, on peut dire quoi que ce soit, peut-être qu'ils vont pas être à la hauteur de ce que pensez, mais c'est pas forcément ça le plus important. Moi, j'aurais tenté des trucs et aujourd'hui, je suis vraiment dans cette dynamique-là où, beh, je partage ma vie, ce que j'aime, mes valeurs, ma vision de la vie, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle peut aider du monde et je le dis en toute modestie, hein, enfin voilà, je pense Oui, il y a que des gens qui se retrouvent en toi, dans ton exactement, hein, parcours aussi. le fait des valeurs que j'ai pu avoir, qu'on a pu me transmettre aussi, j'ai pu apprendre et j'apprends encore aujourd'hui de tout le monde et la personne que je suis en train de devenir, je pense que et j'espère qu'elle pourra aider d'autres personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas forcément, mais juste essayer de transmettre de la bonne énergie sur les réseaux sociaux et que, voilà, on puisse vivre des choses, quoi. Donc, tu parles de réseaux sociaux, c'est vrai que tu as partagé ta rééducation et c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu moi à l'époque. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a partagé la même chambre, la B130, Alors pas la même année, hein. pas la même année, On n'a pas dormi ensemble. c'est bien précisé. La B133, je pense que c'est ça. Ouais, je te vois un peu déçu quand même. Pourquoi? Bah, parce que tu aurais peut-être aimé Ah, que peut-être, non, je je déconne. sais pas. La Est-ce que B133, ouais, c'est vrai. ouais, c'est ça et du coup, tu m'as perturbé parce que je sais plus ce que je voulais dire. Mais non, du coup, donc tu parles de rééducation, tu as partagé ça sur les réseaux. Donc tu es sorti du centre au bout de combien de temps? Tu es sorti très rapidement quand même, Ouais, je suis sorti, au bout de 4 mois. au bout de 4 Au mois. bout de 4 mois, après j'ai continué la rééducation de manière assez intensive, sur, 1 année après. Et quand tu sors de rééducation au bout de 4 mois, par exemple, ta marche aujourd'hui, ta marche quand tu sors de rééducation, elle a évolué ou pas? Moi, je le ressens, alors peut-être pas d'extérieur parce qu'il y a des fois où, beh, ça varie selon les jours et je pense que ça, c'est tout le monde, hein, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Des fois, ben, on se sent un peu moins bien, des fois on est un peu, voilà, ça dépend et donc il y a des fois où vraiment je sentirai la différence et il y a des fois où ça peut être vraiment, comme avant, tu vois? Enfin, comme avant, j'exagère peut-être un petit peu parce que, avant j'avais vraiment je me souviens avoir plus de spasticité et puis après c'est peut-être aussi, dû au fait que, tu vois, ça restait frais et je connaissais pas mon corps. Parce que en fait, finalement, quand il nous arrive des choses comme ça, on reste dans le même corps, mais on apprend à en connaître un nouveau. Et le fait de le connaître, de savoir comment il réagit, etc., peut-être il y a de ça. Et du coup, on sait comment il va réagir sur certaines choses, comment il faut appréhender certains trucs. Et j'ai une question, ta spasticité, elle te gêne dans ta marche ou pas? Ouais, ouais, ouais. Je Ouais. pense que sans spasticité, et d'ailleurs, j'ai un pote qui est aussi un paraplégique qui remarche, là, qui est en train de faire sa rééducation, enfin d'ailleurs, qui fait pas mal de sport. Qui n'a pas de spasticité et je lui ai dit: «Mais» enfin j'ai été comme tu me disais tout à l'heure, content pour lui, quoi. Mmh. Parce que je me suis dit: «Mais c'est Parce trop que bien». toi, du coup, elle te pénalise alors? Ouais, ouais, en fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une marche un peu robotique parce que mes mouvements sont pas fluides, parce qu'il y a des muscles qui font un peu ce qu'ils veulent. En fait, Mmh. ils se contractent sans que je le veuille, quoi. Ouais, bah, Enfin, justement, sans que je le veuille. c'était un peu ma question aussi, parce que là, on parle de spasticité, parce que nous, c'est vrai qu'on connaît, mais ceux Mmh qui mh. connaissent pas, si tu peux l'expliquer rapidement. En fait, c'est dû au fait que, ben, on a des moelles épinières qui sont abîmées, quoi. C'est que c'est comme on va parler, on va vulgariser un peu, mais c'est comme si on avait un chargeur de téléphone qui était abîmé. Des fois, il va marcher correctement, des fois, il va bugger ou quoi que ce soit. Au bout Du d'un coup, moment, il tes marche muscles, plus. ouais. Mais, heu, mais en fait, le signal, en fait, il est brouillé, quoi et ça fait que, beh, derrière, ça fait un téléphone qui charge mal et du coup, des muscles, en fait, qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Alors soit ils se contractent, soit ils parlent à notre place donc des fois quand on a froid, quand on est fatigué, enfin je sais pas comment toi tu le ressens, mais c'est à peu près comme ça, Ouais. quoi. Bah, moi, dès qu'il fait froid, je vais être beaucoup plus Voilà, spastique. exactement. Quand je me lève le matin et quand je me couche, avec Ouais, la fatigue, je suis raide comme un bambou et effectivement, je te pose la question parce que j'imagine que si ta jambe, elle tremble pendant que tu marches, bah, ça peut avoir ouais, ouais. des conséquences sur l'équilibre aussi. Exactement et puis, le fait que, en fait, au final, j'ai cette blessure et je devais rester, en fauteuil roulant et en fait, le fait qu'aujourd'hui je sois debout et que je marche, en fait, mon corps, tu vois, limite, c'est pas comme s'il était pas fait pour ça, mais tu vois, il c'est vrai que des fois, il peut y avoir, bah, beaucoup de fatigue musculaire parce que je marche, mais mes muscles, en fait, ils ont pas forcément beaucoup grossi depuis que je suis en fauteuil. Donc en fait, ils font comme ils peuvent, mais au bout d'un moment, je vais être plus fatigué, donc la spasticité va prendre le dessus et le seul moyen pour qu'elle puisse s'atténuer, enfin le seul, il y en a bien d'autres, hein, mais ça va être d'essayer de prendre un peu de masse musculaire pour, que justement cette spasticité et du coup cette, autonomie, cette indépendance qu'ont les muscles,
puisse être recouvert par les muscles qui sont contrôlés par la moelle, quoi, enfin, et le cerveau. Et donc là, tu disais, tu sors au bout de 4 mois. Et c'est quoi la suite pour tu reprends des études? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que 4 mois, du coup, en plus, ça t'est arrivé avant l'été, donc la rentrée est passée. La rentrée est passée, ouais. Et donc je dois rentrer normalement en deuxième année. Au final, je pense que tu t'en doutes, et tous ceux qui ont eu des accidents ou des drames dans leur vie, quels qu'ils soient, des fois, t'as pas la tête voilà. Et puis tu changes un peu ta vision de voir les choses, et du coup, les études, ça devient quelque chose de un peu secondaire. Et ça n'a pas changé. Non, non, mais au final, en fait, donc je dois rentrer en deuxième année, et je la fais à distance. Enfin, plus ou moins à distance, mais en fait, je vais juste au partiel, quoi. Donc, j'en loupe un sur les deux, mais au Et rattrapage, ça j'arrive. t'est vu avec l'école, du coup? Ouais. Alors, la chance et ce que je t'ai dit en début d'interview, c'est que c'était une petite école de commerce un peu familiale, quoi. Donc, ils ont pu s'adapter, et ça, c'était vraiment cool. Ce qui fait que du coup, cette deuxième année, je l'ai faite à distance. Je suis allé au partiel, donc que j'ai quand même réussi tant bien que mal à valider. Donc la deuxième année validée. Et après, la troisième, j'ai enchaîné ensuite par la suite, donc avec la troisième année, le stage de 5 mois où on a pu monter ce projet de Tour de France avec mon pote Théo, du coup. Et donc voilà, quoi. Là, j'ai pu valider par la suite mon diplôme et voilà. Donc là, aujourd'hui, t'as un bac plus 3. Bac plus 3, ouais, bachelor commerce. Ça fait beau comme ça, mais bon, ça me sert pas trop au quotidien, quoi. C'est là, quoi. Ouais, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, regarde, c'est le process, c'est ce que tu as appris Exactement, ouais. sur le chemin. Et tu vas nous en parler. On va faire une petite pause parce qu'on a soif. Et après, tu vas nous parler un petit peu de ton projet que tu as mené, etc., qui Allez, était très tourné vers les autres. Et je pense que c'est intéressant d'en parler. Donc on se ça retrouve. te parle beaucoup. Donc Léo, on vient faire une petite pause, ça fait du bien, hein, Ouais, cette petite pause. on C'est est vrai que ressourcé, là. ouais, ouais. On est un peu fatigué en fin de journée là. Donc Léo, tu te dis, donc tu nous as expliqué que tu as été jusqu'au bac plus 3 Ouais, et tu as fait un stage. Et tu as eu une particularité, c'est que tu as fait ton propre stage, je crois. exactement. C'est là la supercherie. Non, je déconne. Non, non, en fait, pour t'expliquer, donc j'étais en troisième année, et à ce moment-là, on a un stage de fin d'études qui vise à qu'on puisse peut-être prendre notre envol par la suite et être embauché dans une entreprise. Et bon, moi, c'était pas forcément mon souhait. Et tout comme Théo, mon meilleur pote avec qui j'ai monté ce projet, puisqu'en fin de compte, on trouvait pas de stage. Et on trouvait pas de stage, et c'est vrai que on avait 5 mois à faire, et on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on pourrait faire?» Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Théo, il est comme, quelques amis aussi m'ont beaucoup soutenu, durant ma rééducation. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un en qui, je peux avoir totalement confiance, qui je m'entends super bien. Donc l'idée de faire quelque chose ensemble, finalement, ça a coulé de source, quoi. Donc je pense qu'en une après-midi, on a trouvé, l'idée, on a eu la motive, et on s'est dit: «Let's go, quoi». Ça a pas c'est pas passé par 4 chemins, finalement. Donc on s'est dit: «On va monter une association», qui est toujours là aujourd'hui, hein, qui s'appelle Handicap sur le partage. Alors, pas handicap, c'est vraiment handicap, puisque c'est un petit jeu de mots avec allez, on prend la route, quoi. Handicap vers le nord, vers le sud, etc. Parce que voilà, on avait vraiment envie de mettre en avant ces valeurs-là, qui nous représentent, hein, que ce soit par rapport au handicap, mais aussi par rapport au partage. Voilà, que ce soit l'échange, comme je le fais aujourd'hui sur les réseaux, ou via des projets. Et en fait, ce premier projet-là, on s'est dit: on a 5 mois, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, en amont, j'avais vraiment cette envie-là d'aller à la rencontre des gens, parce que comme j'ai commencé à partager mon histoire sur les réseaux, je commençais à recevoir aussi pas mal de témoignages de personnes qui me disent: «Ah, mais moi aussi, j'ai une histoire comme celle-ci, voilà, on se rejoint sur tel point», et je me dis: «Mais OK, aux yeux de personnes, je suis inspirant, mais au final, les personnes inspirantes, elles sont partout, quoi». Donc si j'en ai la possibilité un jour, ce serait bien d'aller les rencontrer et de partager des moments forts avec elles. Et donc avec Théo, naturellement, voilà, on a monté l'association, ce projet qu'on a appelé donc Récits d'Histoire. Et donc en 5 mois, on a réussi donc à trouver des partenaires, on a réussi à lever 12 000 € en 1 mois et demi, à faire imprimer les stickers de nos quelques partenaires, et à emprunter bien sûr le camping-car de mes parents. Et nous voilà partis à l'aventure, donc pendant 3 mois.
où donc on a sillonné toute la France, on a fait plus de 10 000 kilomètres. On avait divisé la France en 4 et en fait on faisait 3 semaines dans chacune des zones. Donc c'était vraiment bien puisque moi je suis plus ou moins du centre. Donc en fait après chaque zone, on pouvait rentrer 10 jours et on pouvait aussi faire une petite coupure parce que en fait on s'est rendu compte que c'était hyper nécessaire parce que c'était hyper intense. C'était aussi enrichissant que ben, épuisant mentalement parce que en fait on rencontrait des personnes tellement extraordinaires, on prenait une claque chaque jour en fait. Et pour te dire, on a fait 3 mois de périple et Théo il serait là et te le dirait aussi, on a eu l'impression d'être parti pendant un an quoi. On a tellement vécu de choses, puis tu le connais aujourd'hui toi avec ton van, c'est-à-dire que tu pars un peu à l'aventure, tu te sens beaucoup plus vivre parce que bah, le matin, t'es dans ton lit, dans ton van ou ton camping-car, mais t'es de suite, voilà, t'ouvres la porte, t'es dans la nature, tu vis un peu plus ou moins dehors, quoi. Donc les journées, elles te paraissent beaucoup plus intenses, beaucoup plus. Enfin, là, tu prends conscience que t'es en vie, quoi. Et petit parallèle avec la citation, parce qu'il y en a une qui me revient encore, mais on dit souvent exister. Là, je me plante là-dessus, c'est fou. Non, rester, c'est exister, et voyager, c'est vivre. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était hyper pertinent. Et du coup, c'est marrant parce que l'école a suivi ce projet-là de toi créer ta propre asso, de mener ton propre projet. Ouais. Alors, ça n'avait pas été simple, hein, parce que tu le sais, école de commerce, et là on propose un projet qui finalement s'approche plutôt du projet solidaire, à moitié caritatif, hein, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément, enfin qui va à l'encontre de l'aspect un peu commercial, quoi. Donc comment on a réussi à le tourner? Deuxième supercherie? Non, 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 mais C'est bon, t'as eu ton diplôme. mais en fait, je dis ça parce que j'ai dû présenter à la fin de ce stage, on a dû présenter un oral, quoi. Et donc, comment je l'ai amené? Ben, tout simplement que ben, durant tout notre processus de scolarité à cette école, pendant 3 ans, ben, en fait, on a appris tous les aspects qui nous ont permis de monter ce projet. Que ce soit dans la budgétisation, ben on a fait un peu de compta. Dans le marketing, comment vendre notre projet, comment aller démarcher les partenaires, ben ça on avait un peu appris aussi à, voilà, que ce soit via les techniques de marketing, de comment communiquer, etc. En fait, toutes les matières qu'on avait pu apprendre, ben, nous ont servi pour ce projet. Et ça, c'était vraiment chouette, quoi. Et c'est pour ça que ben, au final, alors ils étaient déjà à fond aussi derrière nous, mais ça a renforcé cette idée-là de se dire, ben, c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Et à la fin de notre oral, ils nous ont dit, ben, si l'année prochaine, on n'allait plus être à l'école à ce moment-là, mais si l'année prochaine, vous voulez prendre des stagiaires et faire perdurer un peu tout ça, vous pouvez complètement. Donc c'est ce qu'on a fait cette année-là. On a pris donc 3 stagiaires, deux stagiaires qui faisaient seulement le jeudi, ça s'appelle un tutorat, et une stagiaire de fin d'études qui, elle, a fait le même stage que nous, en fait, puisque nous, on l'avait fait un an avant où on a fait notre Tour de France, mais elle a fait voilà, pour nous aider sur des projets de l'assaut. Ouais. Et sur ton parcours, enfin, là, c'est vraiment des questions un peu curieuses que j'ai. Est-ce que t'as des profils qui t'ont marqué plus que d'autres sur le... Ben, c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que chaque personne déjà, bon, elle est différente, ça on le sait, mais elles ont chacune leur particularité, le fait que ben, certaines voilà, sont attachantes et chaque personne a son petit truc, sa petite histoire qui fait que, ah ouais, c'est comme ça, c'est pour ça que t'es encore plus différent. Et est-ce qu'il y en a qui ressortent? Je sais pas vraiment, je saurais pas forcément te le dire. Après, moi, de ce que j'en ai ressenti quand j'en ai partagé sur les réseaux, c'est vrai que le petit Tidris, qui avait 8 ans à ce moment-là, eh ben, c'est un enfant qui est paraplégique depuis ses 3 ans, qui a eu qui a fait une chute domestique donc, à la maison, et en fait qui est donc aujourd'hui paraplégique, mais qui, malgré tout ça, eh ben, fait du karting aujourd'hui. Ça me parle, Ouais, c'est... et ça avait parlé à pas mal de personnes, bien sûr, parce que voilà, il était vraiment, enfin, il est toujours hein, très mignon, et puis ses parents, ils étaient à fond, et ils essaient justement qu'il n'y ait pas de barrière du handicap et de lui faire plein de choses, donc ça, c'était vraiment trop cool. Mais je pense que, enfin, aujourd'hui, de toute façon, je me souviens, on a fait 50 rencontres, et je pense que, voilà, je me souviens de chacune d'entre elles, et, et j'ai tellement vécu le moment présent, tu vois, à ce moment-là, j'étais vraiment pleinement dedans. J'ai tellement savouré que j'en garde vraiment une très bonne mémoire et ça m'aura marqué, quoi. Il y a un avant et un après ce projet. Et tu t'es vachement appuyé aussi du coup sur le réseau que tu t'es créé, parce que entre le moment où tu partages ta rééducation,
En fait, je me retrouve aussi un petit peu dans ton parcours, c'est que tu as partagé un petit peu, pour ta famille, pour rassurer tout le monde, etc. Je pense que ça te faisait du bien aussi de pouvoir partager ça. Ça t'a permis aussi de te galvaniser de bonnes énergies. Moi, c'est ce qui m'est, enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a nourri. Après, je voudrais pas parler à ta place. Mais du coup, tu as capitalisé sur tes réseaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement pourquoi tu as investi les réseaux, qu'est-ce que tu en fais et qu'est-ce que tu en fais aussi aujourd'hui maintenant? En fait, comme je te le disais, c'est vrai que moi aujourd'hui, c'est ma passion avant tout. C'est-à-dire que il y en a qui peuvent avoir un regard extérieur sur tout ça en se disant bon ben il essaie juste de surfer sur le fait qu'il aujourd'hui remarche pour essayer d'avoir peut-être des likes et des partenariats et gratter 2-3 sous à droite à gauche. Aujourd'hui, moi c'est pas ce qui m'anime. Moi c'est vraiment la passion de créer des vidéos, de partager, de faire passer des messages. Et je pense que ça se ressent parce que j'essaie au maximum que ce soit authentique, que ce soit moi-même. Et du coup, ouais, aujourd'hui, ouais, les réseaux, je m'en sers vraiment pour ça, pour partager moi ce que je ressens, ma vision de voir les choses. Et si ça peut aider du monde, mais c'est hyper bénéfique, quoi. Donc je le fais bien sûr pour moi parce que ça me plaît. Et si ça me plairait pas, ben, j'y passerai pas autant d'heures. Hein, si, je sais pas si ça zoome assez pour qu'on voit mes cernes, mais voilà, je passe pas mal d'heures sur le montage, donc voilà. Mais aussi pour faire kiffer les gens et pouvoir les croiser de temps en temps. C'est trop bien, quoi. J'ai juste envie que ça se développe et Et tu parles de transmettre des messages. Pourquoi ça te tient tant à cœur de devoir faire ça? même, je sais pas, peut-être que, en fait, du fait que de ce qui m'est arrivé, peut-être que j'ai inconsciemment eu envie de me dire, ben, putain, il faut pas que ça me soit arrivé pour rien, je vais peut-être pas garder ça pour moi, parce que peut-être que j'avais aussi ce poids-là à enlever, peut-être, ou juste parce que, ouais, de me dire, ben, ça m'est pas arrivé pour rien, si c'est là, mais c'est peut-être que ça veut peut-être dire quelque chose et que je dois en faire un truc, quoi. Et donc, peut-être que je dois aider d'autres personnes en faisant ça. Donc, je, je me pose pas forcément des questions par rapport à mes motivations. Je me remets en question par rapport à ce que je partage, à ce que je dis, quel message je veux transmettre. Mais mes motivations à faire ça, en fait, je me suis jamais posé la question parce que je le fais naturellement, je m'écoute moi, en fait. Donc, Non, c'est marrant parce que ça me parle beaucoup. tu vois. Ouais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je transpose. Mais écoute, Léo, je trouve ton témoignage, il est toujours plein de bienveillance, positif. Tu l'as dit, tu as envie de transmettre des choses et tu te l'expliques pas pourquoi, mais ça, ça, ça te fait du bien. Et c'est un truc, enfin, du coup, je vais parler un petit peu de moi, mais c'est vrai que je suis un peu comme toi. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé quelque chose et je dis souvent, je veux faire du fracas de ma vie quelque chose de plus grand que moi. Et c'est vrai que ça fait sens, en fait, de me dire, bah, ouais, peut-être que je peux capter l'attention des gens et que le fait d'avoir cette attention, je peux peut-être la mettre à contribution de quelque chose qui peut permettre je sais pas, faire réfléchir sur des sujets qu'on méconnaît, etc. Et c'est aussi le principe de l'émission. Et c'est aussi pour ça que j'essaie d'avoir tout un tas de profils différents, que ce soit des gens en fauteuil, des gens qui remarchent, des gens en grand brûlé, des gens amputés. Voilà, je veux vraiment, entre guillemets, donner la parole au maximum de personnes et que chacun aussi s'intéresse finalement aux histoires des autres. Parce que, enfin, tu l'as dit, et moi je le ressens aussi comme ça en faisant venir des gens. Toi, tu l'as dit avec les invités que tu as fait venir dans ton Tour de France. Bah, c'est ultra enrichissant. Donc, je me dis, à partir du moment où moi ça m'enrichit, bah, je me dis que potentiellement ça peut permettre aussi à d'autres personnes de s'enrichir. Et puis en plus de ça, toi derrière, ben, tu deviens une personne meilleure parce que voilà, tu te galvanises de tout plein d'énergies différentes. Et là où tu dis que enfin, c'est important d'avoir des profils hyper différents parce que moi aujourd'hui, mon discours, il va peut-être pas faire l'unanimité, quoi. On voit sur les réseaux, aujourd'hui, on a beau faire les meilleures choses qui puissent être. On parlait tout à l'heure du documentaire d'Inoxtag. Ça fait 2 jours qu'il est sorti au moment où on tourne. Et c'est vrai qu'il y a déjà énormément de critiques. Au final, on se rend compte que t'as beau faire les plus belles choses, mais des fois, enfin même tout le temps, tu auras toujours des détracteurs, quoi. Donc le fait d'avoir peut-être des profils différents, ben, tu arriveras enfin, ça va parler ça va parler au moins à quelqu'un et quelqu'un trouvera son compte dans les différents profils que tu pourras proposer, quoi. Et tu te remets beaucoup en question? Ouais, je pense que je me remets en question ouais, tous les jours, je pense. Enfin, du moins quand tu es un créatif et que tu es devant ton logiciel de montage, mais en fait, la question, elle se pose du moment où tu ouvres ton logiciel et tu dis, bon, mais je pars sur quoi? Tu vois? Et en fait, donc là, c'est le processus un peu de créer, mais, mais ouais,
sur des fois, est-ce que je peux me poser la question de bon, sur quoi je pars, sur quelle dynamique je vais partir, parce que ça va être perçu comme ça, mais si je poste ça derrière, j'essaie de réfléchir, de mettre tout en œuvre pour essayer que ça parle le plus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas les statistiques qui m'animent, mais aujourd'hui, enfin demain, si je peux en vivre et que ça peut se développer à vitesse grand V, ben je signe quoi. Je suis aussi là, voilà, pour, comme je disais, faire passer des messages, mais si si je peux vraiment en faire voilà ma vie et que Bah, c'est le mon temps que objectif. ouais, voilà, le temps que tu passes, au moins te soit rétribué pour que tu puisses vivre. En fait, j'hésitais dans ma parole parce que j'allais dire c'est réussir, alors que tout à l'heure je t'ai dit que réussir c'était dans le processus, donc je me suis dit il faut pas que je me contredise. Ouais, après, on a le droit de pas toujours Non, s'exprimer, non, c'est mais aussi ouais. ça le truc, tu vois, c'est que Mm. on a le droit aussi d'avoir des défauts, on reste des humains avant Ouais, tout, complètement. et des fois, on a l'impression qu'on attend de nous d'être parfaits. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, et je Mm. pense que toi aussi, c'est le cas sur les réseaux, c'est que des fois, on attend de la personne qu'elle soit parfaite et qu'elle Non, réponde à nos impératifs, alors qu'on peut pas tout traiter tout le temps, non, on mais peut bien pas sûr. penser à tout le temps, et que, bah, des fois, il y a aussi des choses dans la vie qui font que Non, mais moi je pense que ouais, je reviens à ce qu'on disait, c'était que la meilleure chose pour, voilà, pour transmettre les bonnes valeurs et ce qui est vraiment important, ben, c'est d'être soi-même finalement. Parce que voilà, c'est être authentique, s'il y a que ça qui compte, quoi. l'authenticité, ben, on restera sur ce mot-là, moi, je trouve que Ok, ça me va. c'est un mot que j'apprécie énormément. Bah écoute, Léo, on va passer maintenant à la FAQ de la commu, parce que j'ai des gens qui t'ont posé la question. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la FAQ de la commu, le principe il est tout simple. Vous allez sur mon compte Instagram, je fais une petite description de mes prochains invités, je mets un petit encart pour que les gens puissent poser des questions, et le principe c'est qu'on puisse répondre aux questions que vous posez aux prochains invités directement bah, sur Instagram. Voilà, donc et on y répond dans la vidéo. Donc, j'ai des personnes qui t'ont posé des questions. Donc, c'est parti pour la FAQ de la commu avec Léo. Bon, Léo, la FAQ de la commu. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir ce que j'ai. Bah, tiens, tout à l'heure, on en parlait. Tu parlais de maturité, etc. J'ai une question de Alma pardon, te sens-tu différent des autres jeunes? Euh, wow. Ouais, je pense. Je pense que bah, ouais, je pense être différent, déjà dans ma manière de vivre, en fait. C'est même sans parler de handicap ou quoi que ce soit, c'est vrai que je suis un peu, comme je te disais, je suis plutôt solitaire. Enfin, du moins, je me suffis un peu à moi-même, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent me dire, mais tu t'ennuies pas tout seul, je suis bien, quoi. Tout seul, c'est là où je suis dans mes pensées, j'ai vraiment l'impression d'avancer, d'être plus créatif. Et, euh, et du coup, ouais, je pense être différent déjà bon, dans ma manière de vivre, mais je pense que le fait de ce que j'ai vécu, voilà, c'est passage obligé, on va dire. Mais, euh, mais pour autant, voilà, j'ai quand même quelques amis encore hein, aujourd'hui. Je les vois, on passe du bon temps, on rigole. Et, et j'arrive à ne pas ressentir ce décalage quand je suis avec eux, quand on rigole. Y a aucun problème, quoi. Puis peut-être qu'ils ont grandi aussi avec toi, du coup. Ouais, complètement, hein, complètement. Et, et puis après, voilà, moi, quand il faut rigoler, je peux être le plus mature et 2 minutes après, te sortir la plus grosse connerie, tu vois. Là, je suis sage comme ça, mais voilà. C'est vrai que tu fais très sage. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Et je suis sûr qu'il cache bien son jeu. Ouais, non, mais c'est vrai, je peux sortir des grosses conneries. Ça peut être très drôle. Donc, ouais, décalage, mais c'est pas dans le sens négatif du terme. Pour moi, c'est, si tu veux devenir quelqu'un de différent, en fait, il faut juste faire ce que les autres ne font pas. Ouais. Et moi, je fais ce que les autres ne font pas, donc j'espère. C'est même un compliment si je suis différent. Alors, j'ai deux questions qui sont à peu près la même. Enfin, à peu près la même, en tout cas, qui rejoignent le même univers. Il est remonté sur une moto depuis, de Slapman, et c'est Syl qui dit: avais-tu peur de ne plus faire de moto? Alors, est-ce que je suis remonté sur une moto depuis pas derrière un guidon? Je suis déjà remonté derrière mon père quelques fois, mais Sur circuit, non? non, pas sur circuit, mais vraiment histoire en balade, quoi, comme ça, pour de manière anecdotique, quoi, de refaire un petit tour. Mais, euh, mais non, après, j'en ai pas refait. C'est vrai que déjà, je m'estime hyper chanceux d'en être là où je suis et j'ai pas forcément envie d'aller chercher la petite bête pour voilà, tout refaire valser. Parce que je pense que j'aurais pas deux fois la même chance, quoi. On gagne rarement deux fois au loto d'affilée, quoi. J'ai une autre question de Emma qui dit: comment s'est passée la rupture avec tes études? Très bien.
Il y a des ruptures qui libèrent, hein, tu sais. Non, non, mais bon, c'est vrai que c'est une école où bon, je me sentais bien parce que voilà, c'est comme c'est à taille humaine. Moi, je viens de la campagne, donc j'aime pas tous les grands espaces, voilà, je préfère quand c'est plus restreint comme c'était. Ce que j'apprenais, ben, c'était plus ou moins en lien aussi avec ce que je faisais. Enfin, ça pouvait du moins me servir. Donc la rupture, non, ça a été. Non, il y a pas eu de souci. Après, c'est vrai que bah, sur la fin, c'est vrai que c'est un peu plus chiant, quoi. Parce que c'est vrai que ça ne me correspondait plus trop, quoi. Je savais que ce que je voulais faire, c'était absolument créer des vidéos, voilà, faire ce genre de choses. Donc, j'avais pas forcément envie de perdre mon temps à être là. Du coup, ouais, t'as pas voulu continuer tes études? Ouais. En fait, j'ai eu mon diplôme, parce que moi, je l'ai payé, quoi. Enfin, pas encore, j'ai un prêt étudiant à rembourser, là, bientôt. Mais du coup, ouais, je voulais quand même avoir mon diplôme pour dire voilà, T'as un bagage? j'ai un diplôme. Mais pour autant, c'est vrai que quand j'étais en classe, bon, je me disais, bon, mais là, voilà, je suis là, mais ça, ça m'importe pas vraiment. Et t'as une idée un petit peu d'ailleurs de la suite ou pour le moment tu te laisses un petit peu porter par ce que tu fais sur les réseaux? Ben, pour le moment, ouais, comme je te disais, j'ai envie de faire moi ce qui me plaît. Après, j'ai de l'ambition, j'ai des objectifs. Après, je sais que c'est assez mal vu de les exposer comme ça, donc je vais sans doute plus les garder pour moi, mais en tout cas, je vais tout faire pour que ce que je fais, ça puisse marcher, quoi. Donc, je donne tout et je donnerai tout. Après, comme je te disais tout à l'heure, croire en soi, c'est réussir. Je pense suffisamment croire en moi pour aujourd'hui être en capacité de me dire que ça peut le faire. Donc, voilà, sinon je ferais pas ça, mais du coup, ouais, j'y crois, donc je vais aller au bout, quoi. Et puis t'as le temps de voir les choses venir parce que bon, on rappelle ton âge, t'as 23 ans. Moi, à 23 ans, je Mais sais c'est pas vrai où que t'es j'en étais. beaucoup plus vieux. Bah ouais, mais mine de rien, tu vas voir que quand tu commences à avoir un décalage de Ouais, 10 ans avec certaines ouais, mais je personnes, te crois. t'as forcément une expérience qui est un peu Eh oui, bien qui est un sûr. peu plus importante. Alors j'ai une question qui va te faire sourire de Guillaume Legendre, qu'on embrasse, qui me dit comment il fait pour être aussi beau. Ouais, pour être aussi beau, putain, ça vraiment. Non, alors Guillaume, pour la petite histoire, c'est un ami à nous qui est aussi Ouais, para, qui lui aussi remarche d'ailleurs. ouais, c'est vrai. Voilà, il y a que moi sur vous trois qui remarche pas. Moi, je suis le numéro pas gagnant, hein. Non, mais ouais, bon, je répondrai pas, sinon Mais on l'embrasse. je vais rougir. Alors ensuite, attends, qu'est-ce que j'avais d'autre? J'en aurai une dernière, celle-là, je vais la garder pour tout à l'heure. Alors il y a Naomi qui me dit, t'arrives-tu de te refaire le film de cette journée en te demandant, et si je n'y étais pas allé? Ah non, non, parce que je pense que c'est une certaine forme de regret de penser comme ça. Tu vois, c'est un peu en mode refaire le passé, alors que le passé, on l'a dit, hein, tu sais, c'est déjà, voilà, c'est fini, quoi. Donc non, 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 je me pose pas la question. Je pense que de toute façon, chaque journée qui passe, même si tu restes chez toi à pas faire grand-chose, il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à toi. Il suffit que tu fasses ça et pas ça. En fait, les journées, elles se guident comme ça, quoi. C'est une succession d'actions qui s'enchaînent et au final, bah, peut-être j'aurais changé ça, mais ça se trouve, ok, j'y serais pas allé, mais qui te dit que dans un mois après, j'aurais pas eu un grave accident de voiture et ça aurait été pire. Tu vois, enfin, il faut pas. Je pense pas qu'il. C'est Big Flo Oli qui dit vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, je préfère faire les choses et avoir des remords que ressasser le passé. T'as bien raison. Ouais. Je me retrouve beaucoup dans ton discours et j'imagine qu'il y en a qui vont se retrouver aussi dans celui-ci. Ouais. J'ai une dernière question de Cécile qui me dit, quelle est ta plus grande motivation dans ton parcours? Ma plus grande motivation dans mon parcours. Ben, ma plus grande motivation, c'est une bonne question, ça. Je saurais pas forcément. Question piège. Ouais, ma plus grande motivation dans mon parcours, ben, c'est déjà de voir là où j'ai pu en arriver, tu vois. Que ce soit via le travail que j'ai pu fournir, tu vois, d'y avoir cru, mais aussi le facteur chance, parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde d'en être là où je suis aujourd'hui, donc rien que d'en être là où je suis, mais en fait, ça me motive parce que je me dis, en fait, il y en a combien qui aimeraient, ne serait-ce qu'avoir un petit peu de ce que j'ai, vivre, ne serait-ce qu'une journée, la chance de pouvoir remarcher, tu vois. Donc, ça me motive parce que je me dis, en fait, rien que pour ça, j'ai pas le droit de
pas de me plaindre parce que je pense que Tu t'autorises à te plaindre des fois quand même? bah, c'est vrai que je me plains pas. Enfin, je sais pas, je pense Parce ce qu'on serait a le un peu droit d'être. ouais, je pense que ce serait un peu hypocrite de dire que je me plains jamais. Peut-être que des fois je me plains, mais en tout cas, je me plains pas devant personne. Peut-être que je me plains envers moi-même, tu vois, mais Est-ce que, alors ma question, je vais la tourner autrement. Est-ce que des fois, tu as peur de te plaindre parce que, justement, tu te dis que tu es plus chanceux que les autres? ou- bah, peur, en fait, c'est pas forcément dans ma nature d'aller m'apitoyer sur mon sort. Donc, peur, non, parce que finalement, voilà, je sais comment je suis, et du coup, je sais qu'à tout moment, je vais pas me dire, voilà, c'est pas dans ma nature, en fait. Enfin, je pense il y a une part d'éducation là-dedans, et j'ai eu la chance d'avoir une très bonne éducation vis-à-vis de ça et plein d'autres choses, et du coup, bah, le fait de me plaindre, ça n'a jamais été un réflexe. Donc, je pense que c'est comme dans tout, on a tous notre part de responsabilité. Donc voilà, si je me plains de quelque chose, ben, c'est qu'à un moment donné, ben, voilà, c'est comme dans un couple. Je suis pas en couple, mais j'ai entendu dire ça, que c'est 50-50, quoi. Donc c'est que voilà, il y a 50% peut-être je vais me plaindre, mais 50% des autres, mais ça dépend de moi peut-être, tu vois. Donc non, je me plains pas. Je pas peur de me plaindre. Mais écoute, j'ai plus de questions à te Ah, poser, Léo. putain. Voilà, les questions sont déjà terminées. J'étais ouais, Te cons- commu très inspiré. Mais non, mais c'est bien. Et puis des fois, toi, elles peuvent. Ce que j'aime bien avec la FAQ de la commu, c'est que des fois, les gens vont poser des questions auxquelles toi-même tu penses pas. Ouais, c'est clair. Donc non, écoute, moi je te remercie infiniment d'avoir répondu à ces questions. On va passer à la dernière séquence de cette interview. C'est parti pour la question signature. Donc la question signature, tu disais, tu as la chance de faire tout ce que tu fais aujourd'hui, d'en être là où tu en es aujourd'hui. Tu as de la chance d'être sur Confidence, et peut-être que tu aimerais offrir cette chance-là à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc le principe de la question signature, c'est que aujourd'hui c'est toi qui témoignes. Est-ce que tu as quelqu'un qui te vient en tête que tu aimerais voir à ta place pour témoigner de son parcours, nous dire qui c'est et pourquoi? Mais tu sais que en plus tu m'as posé la question avant de venir en me disant il faut que tu prépares ça, et je pense que c'est la seule question que j'ai pas préparée, en me disant bah, peut-être que enfin je verrai au feeling qui est-ce qui me vient en tête. Bah, vu qu'il a dit que j'étais beau, peut-être que Guillaume Legendre, tu vois. Non, en fait Guillaume ça peut être très bien parce que bon, c'est un parcours qui sur le papier, aux yeux du regard peut-être extérieur des gens, pourrait être quelque chose qui est similaire, mais au final c'est aussi très différent. Et puis il fait beaucoup pour le milieu du handicap, donc pourquoi pas. Après, bien sûr, j'ai d'autres noms, mais Après, je les mettrai en commentaire de la vidéo. exactement. Ouais, parce que si tu dis tout le monde, après, il nous faut encore 1 heure et demie. Est-ce que vous êtes chaud pour repartir pour un tour? Non, parce que bah après, Guillaume, on peut dire qui c'est, du coup, parce que nous, on le connaît, donc c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Est-ce que tu peux me dire qui c'est, Guillaume? Mais donc Guillaume Legendre, que j'ai pu rencontrer du coup dans notre Tour de France, donc du côté de Dijon, qui est à la tête de Wheel France. Donc les fauteuils ergonomiques, les fauteuils électriques là, qui sont assez futuristes quand on les regarde comme ça, parce que du coup ils tournent avec bah, les roues avant qui ne tournent pas. Enfin, c'est une technologie un peu spéciale. Mais voilà, il a aussi l'association pour aider les sportifs, les handisportifs, à développer leurs projets au niveau du sport. Ouais, mais Donc tu vois, moi, je le connais des réseaux. Guillaume, je l'ai rencontré une fois en vrai assez rapidement. On n'a pas eu l'occasion d'énormément échanger, c'était sur le salon autonomique à Bordeaux. Et c'est vrai que bah forcément il est sur le stand Wheel, moi je suis sollicité aussi à droite à gauche, et du coup ben on n'avait pas forcément eu le temps d'énormément échanger. Et je pense que ouais, il fait beaucoup de choses mm, mm, pour les mm. autres. C'est quelqu'un qui est très Ouais, et investi je pour pense les autres. ça lui fera un plaisir de venir et de pouvoir aussi témoigner de son histoire et de faire partager aussi Ouais, ce qui l'anime au quotidien. Parce que parce que lui aussi para, lui aussi remarche, et donc maintenant effectivement il travaille dans le mm, mm. médical, et voilà, il y a certainement aussi une notion de sens derrière tout ça. Donc Guillaume, tu es le bienvenu en tout cas dans Confidence quand tu veux. Après, t'habites un peu loin, Dijon, c'est pas la porte à côté, mais on trouvera un arrangement. Bah écoute, Léo, je pense qu'on a pas mal discuté. Mm. Merci infiniment de t'être déplacé, d'avoir fait 3 heures de route Merci à toi. pour venir témoigner de ton parcours, et tu vas refaire 3 heures de route. Donc je te souhaite déjà bon courage pour le retour Merci, ouais. avec ton papa qui est en Ouais, train de filmer. le Qui est manager. souvent avec toi, ton papa d'ailleurs. Toujours, ouais, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps ensemble, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Non, bah, allez suivre ce que fait Léo sur les réseaux. Effectivement,
Toi, c'est le milieu de la moto. Je pense que tu as beaucoup de gens dans la moto qui te suivent. Ouais, beaucoup, et à la fois, j'essaie de pas m'enfermer dans cette niche-là, puisque bon, ça fait partie de mon histoire, mais si je peux ouvrir un peu les portes, c'est encore mieux. Eh ben, écoute, merci infiniment pour ton témoignage plein de joie, de positivité. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé l'interview de Léo, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo où que vous vouliez. En tout cas, les amis, si vous aimez le format confidence, si vous aimez ces interviews inspirantes, sachez que c'est beaucoup de travail. Pour vous, c'est très simple. Ça peut être un like, ça peut être un commentaire, ça peut être un partage. Mais pour nous, ça change beaucoup parce que si on veut assurer aussi la pérennité de ce projet, j'ai besoin de vous. Donc voilà, je vous demande un petit peu de soutien. Ça nous permettra d'aller encore plus loin et de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas nécessairement régulièrement. Et c'est aussi tout le principe de confidence, c'est de donner la parole à des gens qu'on n'entend pas toujours. Donc voilà, parce que comme on le disait tout à l'heure, tous ces parcours, en tout cas moi, m'enrichissent. Tu le disais aussi parce que tu as fait un projet un peu similaire au mien, ça t'enrichit. Et j'ose imaginer, en tout cas, que ça peut enrichir l'ensemble d'entre nous. Donc voilà, merci infiniment Léo d'être venu. Merci à toi et de m'avoir accueilli ici. C'est Dans vraiment ce très bel pro. hôtel. D'ailleurs, on remercie aussi le Mondrian Hôtel Les Carmes à Bordeaux, qui nous met à disposition les lieux pour qu'on puisse tourner nos interviews. Donc on est dans un superbe lieu, on est tranquille, on est dans une chambre très intimiste qui nous permet d'avoir cette possibilité de faire ces interviews. Donc on les remercie infiniment. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Confidence. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Salut!